Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Un fer à cheval, une patte de lapin, ne pas passer sous une échelle ou encore chercher fébrilement un trèfle à 4 feuilles. Voici autant d'objets de superstition que nous connaissons tous et avec lesquels nous vivons. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine, Pierre Canavaggio. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages traitant des superstitions, dont le dernier en date s'intitule « Guide des superstitions » avec en sous-titre « Manuel pratique, anecdotique et populaire ». C'est aux éditions Presse du Châtelet. Alors, question, je vous demanderai une réponse rapide, on aura l'occasion de développer pendant l'heure et demie qui arrive, mais êtes-vous vous-même superstitieux? Écoutez, je vais vous dire, je ne l'étais pas plus qu'un Corse moyen. Oui. C'est-à-dire très superstitieux, parce que ma grand-mère l'était. D'accord. Ma mère aussi. Bon, ma arrière-grand-mère, n'en parlons pas. Mais je le suis devenu en étudiant les superstitions, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de choses, de coïncidences, dirons-nous, qui sont tellement évidentes que ça vous rendrait superstitieux, le pire des mécréants ou le plus croyant. Très bien. Pierre Canavaggio avec vous durant donc l'heure et demie qui arrive. Nous allons égrener tout ce chapelet de superstitions. D'où viennent-elles? Comment naît une superstition? Est-ce qu'on peut en créer, en inventer soi-même? Parce qu'on s'aperçoit que dans sa vie, bien, il y a des concordances, des causes qui font des effets qui peuvent comme ça donner naissance à des superstitions. Alors si vous-même, vous qui nous écoutez, vous êtes superstitieux, vous avez des superstitions, vous constatez que ça marche finalement, ça vous aide dans la vie de tous les jours, eh bien votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez nous appeler à notre standard au 0826 300 300, 0826 300 300. Morad est au standard avec nous pour recueillir vos témoignages. Vous pouvez également intervenir par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai votre porte-parole auprès de mon invité Pierre Canavaggio. Mais avant de retrouver Pierre Canavaggio, je vais recevoir, vous l'avez entendu, un autre invité pour parler des superstitions dans le monde du sport. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Louis Verger, rebonsoir. Rebonsoir. Cette fois-ci, on est dans mon domaine et dans le tien également, évidemment. Oui. Alors, Pierre Canavaggio est toujours en notre compagnie. Pierre Canavaggio, les superstitions dans le monde du sport, vous ne connaissez pas trop, hein? Non, pas du tout. Voilà, alors justement, voilà. Jean-Louis Verger, qui est journaliste sportif dans notre grande maison, Sud Radio, connaît bien ce monde-là, spécialiste dans le foot, évidemment. Alors, dans le foot, il y a quand même beaucoup de superstitions, de superstitieux, il me semble. Oui, notamment les footballeurs africains. Alors, je ne sais pas si c'est lié à leur culture, mais c'est vrai que beaucoup de footballeurs africains ne rentrent pas avec le pied gauche ou le pied droit sur le terrain. Ils font attention de mettre un pied avant l'autre. Oui, juste avant de rentrer devant la ligne fatidique, la ligne blanche, donc du bord de touche. Ouais. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de prières également avant les matchs, notamment pour les musulmans qui prient dans le rond central avant le match. On l'a vu, on a même vu Franck Ribéry qui s'est exact, c'est vrai. qui est devenu musulman
musulmans donc de religion et qui prient avant chaque match. Donc il y a beaucoup concernant les Africains, beaucoup de superstitions, des prières avant le match. Du côté de Barcelone, il y a une chapelle avant dans les antres du Nou Camp où les joueurs peuvent aller se recueillir avant un match. Juste avant d'entrer dans le stade. Après les vestiaires. Voilà, on peut la visiter d'ailleurs. Oui, elle est très belle d'ailleurs. Très belle. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter cette chapelle. Et puis concernant les grands noms du football français, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, Alain Giresse qui vouait. Alors qu'est-ce qu'il a Alain Giresse Alain Giresse qui vouait un culte à ses chaussures et des chaussures qu'il fallait briquer. Vraiment, c'était des bijoux parce que ce sont les instruments de travail d'un footballeur quand même, les chaussures de football. Et il en a des dizaines de paires. Et il y a des paires qui ne bougeaient pas. Il y avait une vieille paire de chaussures qu'il mettait pour ses matchs internationaux parce que cette paire-là avait gagné le match d'avant. Donc on se raccroche à plein de petits trucs comme ça. Didier Deschamps, lui, on va pas parler de ce qui se passe en dessous de la ceinture, mais il gardait le même slip qu'il l'avait évidemment, mais le slip gagnant du match donc d'avant, il le gardait pour le match d'après parce que c'est vrai. Ah oui, tout à fait. C'est fou, on va se nicher les superstitions. Incroyable. Thierry Moreau, l'ancien joueur du Toulouse Football Club, avait dans son sac de sport avant chaque match des photos de ses enfants qu'il regardait assez intensément avant chaque rencontre. Et ça lui donnait une force supplémentaire avant d'entrer sur le terrain. Il y a des curiosités comme ça. J'ai vu également qui est maintenant l'entraîneur du Betis Séville, qui a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, qui on l'a vu d'ailleurs lors d'un match, alors je ne sais pas qui le Paris Saint-Germain recevait, mais arroser la ligne de but adverse avec une espèce de d'eau contenue dans une petite fiole, comme ça il passait le long de la ligne de l'eau but. miraculeuse. En quelque sorte. Il y a pas très longtemps, Lyon est venu jouer à Toulouse et Gérard Rouillet, l'entraîneur lyonnais, est resté étrangement assez longtemps sur la pelouse. Et je discutais avec Elie Bope, l'entraîneur du Toulouse Football Club, qui est toujours en bout en train et qui a interpellé Gérard Rouillet en lui disant: Gérard, arrête de mettre du sel sur la pelouse, tu vas gagner ton match, rassure-toi. Donc ça va vraiment même dans le ton de la plaisanterie, mais les entraîneurs sont très superstitieux. Il y a aussi la place dans les vestiaires, c'est très important. Fabien Barthez était toujours lors des matchs importants de l'équipe de France, notamment pour la Coupe du Monde 98, il était toujours assis à côté de Zizou et il n'aurait jamais voulu que quelqu'un le déloge de cette place dans les vestiaires à côté de Zinedine Zidane. Pendant toute la Coupe du Monde, ils se sont assis à côté. Même place, côté droit des vestiaires, au fond des vestiaires à droite. Il l'a d'ailleurs dit, Fabien Barthez, si quelqu'un prenait ma place, là j'étais hors de moi, je ne me sentais plus moi-même. Donc ils se rattachent à plein de choses comme ça, les joueurs de foot. On se rappelle aussi le fameux baiser de Laurent Blanc sur le front, sur le crâne de Barthez avant chaque match important. C'est vrai. Ça a marqué, c'est une image forte de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il fallait gagner 7 matchs, ils les ont gagnés les 7 matchs. Il y a eu ce tir au but gagné de Laurent Blanc face à l'Uruguay en huitième de finale. Le but en or. Le but en or. Et là, c'est parti de là. Et puis c'est vrai qu'après, il y a un rituel qui s'installe. Vicente Lizarazu, pendant cette Coupe du Monde, venait saluer les journalistes radio quand il y avait des points presse. Et comme chaque match qui avançait jusqu'à la finale, il disait écoutez, on a gagné le dernier match, on continue comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire je serre la main de tous les journalistes radio. C'est incroyable, hein, mais c'est des petits trucs comme ça, ils se rattachent à beaucoup de choses. Les footballeurs, c'est un métier difficile, un métier où il y a beaucoup de pression, et donc on se rattache à plein de choses comme ça qui mentalement les aident. Voilà, c'est surtout ça, je crois que c'est mentalement ça renforce un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont du stress, de la pression, et c'est vrai qu'il y a des petits gris-gris comme ça qui peuvent faire se dépasser le joueur, même si il faut jouer le match après, hein, après c'est pas évident, quoi. Merci beaucoup Jean-Louis Verger. Il y a Clément Poitrenaud aussi. Clément Poitrenaud, l'arrière du Stade Toulousain. Quand les deux équipes rentrent sur le terrain, il ne rentre pas directement au centre du terrain, il longe la ligne de touche côté gauche et il rentre sur la ligne des 22 mètres. Alors là aussi, il y a sûrement une superstition là. À chaque fois il fait ça. À chaque fois il fait ça. Comme les gardiens de but qui touchent les poteaux à gauche, à droite transversale et les deux poteaux de chaque côté. Ils se rassurent un petit peu, c'est leur jardin, c'est des petites manies difficiles ensuite. C'est difficile de s'en défaire, quoi, après. Sans ça, ils ont l'impression de ne pas y être. Voilà, c'est ça. C'est étonnant. Merci beaucoup Jean-Louis Verger. De rien, et bonne émission. Merci beaucoup. Pierre Canavaggio, que pensez-vous de ce que nous a dit Jean-Louis Verger? C'est fou ce besoin quand même. Et s'ils ne le font pas, Jean-Louis a été très clair, ils ne se sentent pas bien. Mais moi, ça me paraît une bonne précaution d'être superstitieux, si vous voulez, pour les sportifs comme pour tout le monde. Les superstitions, à la vérité, c'est pour vous garantir contre le mauvais sort. Ce sont des signes qui vous avertissent que vous risquez d'avoir un pépin.
bon, si on y croit, on les respecte. Si on les respecte, on risque d'éviter le pépin, tant mieux. Ouais. Bon, Ouais. on parlait de votre spécialiste sportif qui est drôlement calé là-dessus, parlait des Noirs. Mais vous savez, les joueurs italiens, espagnols, portugais, ils embrassent la médaille de la Vierge, ils se sucent le pouce. Ils ont des pratiques religieuses qui sont complètement superstitieuses. Et tant mieux pour eux si ça les fait mieux jouer. Ah, écoutez, et beaucoup se signent avant d'entrer sur le terrain. Oui. Ça, c'est en revanche le geste que l'on voit le plus traditionnellement. Bien sûr. Et pourquoi pas? Après tout, c'est vrai. Vous savez, il y a un grand sociologue qui a dit, c'est Duvigneau. Bon, et Duvigneau dit, si les superstitions apportent du bonheur, et déjoue les mauvais coups du sort, et si ça fait du bien aux gens, pourquoi ne serait-il pas superstitieux? Oui, c'est vrai. C'est tout. Ça pousse pas au mal, les superstitions. C'est la magie noire, c'est autre chose. Mais les superstitions, vous savez, c'est très bien. Moi, je suis pour. Voilà. Alors, Pierre Canavaggio, dites-moi un petit peu, parce que vous avez travaillé depuis plusieurs dizaines d'années sur ce dossier des superstitions, que ce soit en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs. Savez-vous, est-ce que les superstitions sont nées depuis que l'homme marche sur ses deux pattes? Je serais tenté de dire. Oui, bien sûr, depuis qu'il y a eu un singe qui a été particulier, puisque c'est lui qui a donné naissance à l'humanité, s'est dressé sur ses jambes et puis a quitté la forêt pour entrer dans la savane. Là, il a fallu lutter pour sa vie. Et tout ce qui pouvait l'aider à survivre, il l'a noté. Alors les psys appellent ça le vécu, moi j'appelle ça l'expérience, d'autres philosophes appellent ça l'empirisme, on appelle ça comme on veut, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent dans votre vie, qui marquent vos mémoires et puis qui doivent finalement marquer nos vies, qui nous aident à vivre. Je ne sais plus qui a dit, les superstitions sont des béquilles pour les jours de grand vent. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Oui, c'est pas mal, effectivement. Et alors, dites-nous est-ce que vous savez comment naît une superstition en particulier? Comment est-ce qu'elle naît? Est-ce qu'elle évolue? Alors, il y a plein de superstitions et il y a plein de manières de naître, si vous voulez. Disons que, principalement, dès que l'homme est apparu sur Terre et puis qu'il a commencé à réfléchir que le soleil se couchait à gauche et puis qu'il se levait à droite, et puis qu'il y avait la lune qui venait, qui disparaissait, etc., qu'il a commencé à se dire qu'il était plus ou moins victime ou aidé par tous ces signes que lui adressait la vie sur Terre, il a réfléchi à tout ça. Et c'est comme ça que les mythes sont nés à l'époque, où les continents n'avaient pas explosé, si vous voulez, il n'y avait pas eu la dérive des continents, il y avait une terre, un continent énorme, puis qui s'est fragmenté, qui a donné l'Europe, qui a donné l'Amérique, du Nord et du Sud, l'Australie, enfin bon, le monde tel qu'on le connaît maintenant, si bien qu'on retrouve dans toutes les parties du monde les mêmes superstitions reposant sur les mêmes mythes. Il y a un côté universel comme ça. Ah, complètement. Complètement, parce que quand vous entrez dans votre maison en Basse-Bretagne, il faut, pour la première fois dans une nouvelle maison, il faut entrer du pied gauche. Au Kamchatka, c'est du pied droit, et en terre de feu, c'est l'un ou l'autre. Je me souviens plus, si vous voulez. Mais c'est quand même étonnant que des gens du Kamchatka, de la terre de feu ou de la Basse-Bretagne ou de la Grande-Bretagne aient les mêmes superstitions. Donc c'est pas parce qu'il y a eu des voyageurs, parce que les superstitions sont bien antérieures à tout ça. Pierre Canavaggio, vous restez avec nous. Une première pause, on se retrouve juste dans quelques minutes pour continuer comme ça à découvrir un petit peu ce côté sociologique que vous avez exploré dans votre livre de la naissance, de l'évolution et puis de la vie des superstitions. Nous allons y revenir et ensuite nous parlerons de toutes les superstitions que tout le monde connaît. Là, on vient de recevoir un SMS par exemple parlant du 13, évidemment le vendredi 13. Je vous poserai la question tout à l'heure. Et si vous qui nous écoutez avez des commentaires, des questions à poser à mon spécialiste qui est l'invité ce soir, Pierre Canavaggio, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous pouvez, comme Monique de Nîmes que je salue au passage qui a envoyé ce SMS, vous pouvez nous envoyer un SMS en tapant Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, vous me l'envoyez et vous me l'envoyez au 71 200 et je serai votre porte-parole. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité ce soir pour parler des superstitions, il s'agit d'un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine, Pierre Canavaggio, qui vient de publier Guide des superstitions aux presses du Châtelet. Pierre Canavaggio, revenons donc sur la vie d'une superstition, comment est-ce qu'elle naît, par qui est-elle portée, d'ailleurs par qui il n'est pas question d'être intelligent ou pas, d'être fin ou pas, subtil ou pas. Je veux dire, la superstition touche toutes les couches sociales finalement. Hein. Il y a un exemple qui est très caractéristique. On vous entend très très loin là. Ah bon, pardonnez-moi. Voilà, là, non, c'est on vous moi a qui ai retrouvé. dû déplacer mon... Très bien. Pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Tout le monde connaît le 18 Brumaire, bien sûr, qui a mis le général Bonaparte au pouvoir. Oui, pratiquement. le coup d'État qu'il a fait, oui. Voilà. Bon. Mais alors, le complot avait été préparé par son frère Lucien, qui était président du Conseil des 500, qui était un des responsables de la maçonnerie de l'époque, et puis les généraux qui assistaient Bonaparte, qui avaient assisté Bonaparte dans la campagne d'Égypte et la campagne d'Italie. Bon, bien. Bonaparte apprend que le coup d'État était prévu le 17 Brumaire, Oui. et le 17 Brumaire, malheureusement, tombait un vendredi. Et tout Corse qui se respecte, tout Italien, tout Sicilien, tout Méditerranéen chrétien, sait qu'on n'entreprend rien un vendredi, parce que c'est le jour où le Christ est mort. Ah, Donc bon. c'est un jour qui porte malheur, même si c'est le jour de l'amour. Bon, et on y reviendra. Oui, parce que c'est Vénus, oui, vendredi c'est Vénus, oui, tout à fait. Voilà, et on y reviendra à propos du vendredi 13, si vous voulez. Ah oui. Mais là, quand Bonaparte, il n'était pas encore Napoléon, a entendu ça, il a dit on reporte au lendemain, au samedi 18. Tout le monde a hurlé, son frère le premier, en disant c'est de la folie, tout est prêt pour ce jour-là, demain ça risque le samedi ça risque de capoter. Et Napoléon, qui était quand même pas un imbécile, le moins qu'on puisse dire, a dit je hais les esprits forts. Et il a dit on ne me fera rien faire un vendredi. Voilà. Et il a eu raison. Le complot a réussi le samedi, ça a été le 18 Brumaire. Alors quand vous voyez un homme de ce niveau-là, comme Einstein, si vous voulez, qui sont des gens quand même tout à fait hors normes, être superstitieux, on se dit qu'on peut l'être sans se sentir coupable. Oui. Ni bête, ni demeuré. Et alors, puisque vous avez cité le vendredi, Oui. revenons à ce SMS qu'une auditrice nous a envoyé qui dit « Mon oncle n'aimait pas le 13 et il est mort un vendredi 13 écrasé par un train. Il traversait à vélo et il s'est fait attraper par un train un vendredi 13. » Mais il n'a pas eu de peau. Ah non, c'est le moins que l'on puisse dire. Surtout que c'est une mort épouvantable. Non, alors voilà, il faut séparer les deux choses. Il y a le vendredi et 13. On va commencer par vendredi, on sait maintenant que le vendredi est négatif à cause du fait que le Christ est mort un vendredi. D'accord. Bien. Bon. Donc c'est un signe négatif. Voilà, c'est un jour bien funeste. retenir ça. Ouais. Bien négatif. Mmh. Le 13 ne portait plutôt malheur parce que ce que redoute l'homme, en général, c'est l'inconnu. Bon. À l'époque, on comptait par 12. On était sur une base 12. Maintenant, on est dans le système décimal sur une base décimale 10. Oui. Bon. C'est-à-dire que le 13, on commençait une nouvelle douzaine. C'était donc un saut dans l'inconnu. 13 représentait la nouvelle douzaine. Oui. Et donc, les optimistes disaient ça peut pas être pire que la douzaine précédente, et les pessimistes disaient ça va être dramatique. Donc, si vous voulez, voilà le pourquoi le 13 a commencé à porter malheur dans l'esprit des gens. Voilà, si vous voulez. Alors, le vendredi 13, si vous voulez, c'est pour ceux qui considèrent que le 13 porte malheur, c'est donc un signe, c'est un chiffre négatif, un nombre négatif. Oui. Alors, vous savez qu'en algèbre, moins par moins, ça donne plus. Donc, le vendredi 13 est le seul vendredi qui porte bonheur parce que moins par moins, ça fait plus. D'accord. Voilà. Et demandez à la Française des Jeux, les gains de la Française des Jeux, les rentrées d'argent de la Française des Jeux, sont multipliés par 10 si ça tombe le vendredi 13. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, ils en font une publicité énorme, sachant que énormément de Français jouent le vendredi 13. Bien sûr. Alors, pour hélas confirmer votre correspondante qui parle du vendredi 13 qui a été fatal à son grand-père, je crois, il y a un Anglais qui était ministre de la Marine,
je me souviens pas de son nom, mais enfin il est dans le bouquin, Ouais. qui était furieux que les marins fussent aussi superstitieux. Alors, un jour, il a décidé qu'il il ferait construire une frégate qu'il appellerait Friday, vendredi en anglais. Bon. Il a réussi, en cherchant bien, à trouver un capitaine commandant cette future Friday qui s'appelait Friday, Ouais. vendredi, et il a dit maintenant vous recrutez des hommes qui voulaient monter, servir sous les ordres du capitaine Friday à bord d'une frégate Friday. Il a eu beaucoup de mal à en trouver, ça lui a coûté très cher. Oui. Bon, alors pour couronner le tout, le ministre de la Marine, le lord de l'Amirauté, a dit alors, il partira, la frégate sera mise à l'eau un vendredi 13. En plus, d'accord. Voilà. Ah non, il a fait ça jusqu'au bout, la démonstration. Et alors, la frégate est sortie du port. À la sortie du port, elle a coulé. D'accord. Voilà. Alors, comme ça, au moins... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien de plus à ajouter. Hein, Oui. Mais alors, dites-moi justement, parce que pour qu'une superstition perdure, qu'elle continue à vivre et à être vivace dans l'esprit de ceux et celles qui s'en méfient, qui l'utilisent, voilà. Il faut il faut que la cause produise un effet, évidemment. Bon, alors écoutez, je vais vous dire là. Vous savez qu'au Canada, les Canadiens français appellent leur voiture un char. Exact. Ouais. Bon, eh bien, si vous étudiez Plutarque, si vous lisez Plutarque, pourquoi pas, et qui était un homme qui a écrit un traité des superstitions, chaque fois que un combattant du cirque préparait son char, eh ben, il pleuvait le lendemain. Et quand vous faites laver votre voiture, vous êtes sûr qu'il pleut le lendemain. Oui. Donc, si vous voulez, il y a toujours une réactualisation. C'est ça qui fait que les superstitions elles sont insubmersibles. On peut rien faire. Elles remontent toujours à la surface. Moi, je vais vous dire, en bas de chez moi, j'habite Paris, rue Mazarine, il y a 2 autobus qui passent. Oui. Il y a le 70 et un 58. Si je prends le 58, il passe 3,70. Bon, je l'ai remarqué ça aussi. Oui, c'est vrai. L'inverse. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle, alors que les mathématiciens appellent la loi des séries. Les néo-scientifiques un peu poètes appellent ça la loi de l'emmerdement maximum. et les gens qui croient aux superstitions ou qui croient à l'existence des superstitions vous disent que c'est l'attraction magique. Quand vous êtes en retard, tout vous met en retard. Quand vous êtes en avance, tout vous met en avance. C'est vrai aussi. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis désolé de vous dire autant de vérité, mais c'est comme ça, quoi. Mais il y a bien, donc vous êtes en train de nous dire que les superstitions sont basées que sur la vie, sur l'expérience. Sur l'expérience, c'est tout. Oui. Et oui, bien sûr. Si vous voulez, les psy appellent ça le vécu. Moi, je préfère parler de l'expérience, si vous voulez, quoi. Oui, tout à fait, Parce qu'on peut passer à côté de son vécu. Mais l'expérience, ça vous marque généralement. On s'en souvient. En règle générale. Voilà. Et alors, vous avez recensé, toujours dans le début de votre livre, énormément de grands noms de l'histoire française qui étaient superstitieux et qui faisaient attention à ces signes. Mais bien sûr, parce que, si vous voulez, Zola, on peut être par un exemple, grand homme et remarquer que les choses qui nous arrivent, hein. Oui, bon, tout à fait. je vous dis, Napoléon avait un certain nombre de... Il y a tout un livre qui fait 400 pages qu'un de mes amis m'a offert sur les superstitions de Napoléon. Je vais vous dire, c'est au point que je pense faire un livre sur les superstitions des grands hommes. Ah oui, vous citez par exemple Émile Zola. Je ne savais pas qu'il était superstitieux. Mais bien sûr. Non, mais regardez. Prosper Mérimée, Schubert, quand même, c'est... Non, mais un type comme Gabriele D'Annunzio, qui est un grand poète italien, qui était un homme remarquablement intelligent et d'un grand séducteur, pendant toute l'année 1913, il a daté son courrier 1912 plus 1. Et quand la guerre de 14 a été déclarée, il dit « Ah, je vous l'avais bien dit que ça allait mal se passer. » Évidemment. Voilà. Évidemment. Voilà, bon, vous avez Schubert qui supportait pas le verre, vous avez plein de... le malheureux Zola, qui était un homme très courageux, vivait dans la terreur des chiffres. C'est comme ça, si vous voulez. Bon, mais c'est, encore une fois, si vous voulez, si ça vous rend service, si ça vous permet, quand vous respectez vos superstitions, de mieux vivre ou d'être moins angoissé, c'est déjà pas mal. Alors,
Il y a pas mal de superstitions, dites-vous également, qui sont nées de la magie. Oui, bien sûr. Bah, vous savez, la magie, ça a été d'abord une religion. Et puis c'est comme ça d'ailleurs, mais vous savez, toutes les religions sont nées des superstitions. Hein. Bon, et c'est pour ça que les religions n'ont pas pardonné aux superstitions d'exister et de rester des rivales. Ouais. Je vois que vous avez bien lu mon bouquin. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les églises, la plupart des grandes églises, sont bâties sur des lieux de sacrifice humains. Chartres, Notre-Dame, toutes les Saint-Patrick, toutes. Qu'elles ont récupéré, réinvesti, dirons-nous. Mais oui, non, c'est parce qu'il n'y avait pas moyen d'éradiquer ces croyances qui étaient liées à la naissance de l'humanité, si bien que les églises, ont été obligées de se réapproprier, de s'approprier toutes ces croyances, si vous voulez. Bon, enfin, grâce à Goscinny et Uderzo, on connaît l'eau lustrale d'Astérix et du druide. Bon, mais enfin, qu'est-ce que l'eau bénite si c'est pas l'eau lustrale? C'est vrai, c'est vrai. Ben oui, si vous comprenez. Je ne veux pas choquer les chrétiens, mais l'Eucharistie, c'est quoi? C'est manger le corps du Christ. Bon, c'est quoi? C'est du cannibalisme. Bon, symbolique, exact. Mais lève-toi et marche. C'est quoi? C'est un miracle. Qu'est-ce que faisaient les mages? Ils faisaient des tours de passe-passe comme ça. Oui. Mais ça échappait à la raison quand il disait à un paralytique, lève-toi et marche, et le type se levait et qu'il marchait. D'ailleurs, j'ai découvert une chose en lisant votre livre. Vous continuez sur la magie, dans cette veine-là, en distinguant bien la magie noire et la sorcellerie et sa grande sœur, la magie blanche. Non, bien sûr. J'ai découvert que le mot démon vient de daimon, c'est du grec. C'était des daimons. C'est Socrate. Hein. J'ai l'air calé comme ça, mais enfin c'est parce que j'ai bien étudié le truc. Hein, mais Socrate qui avait le sien d'ailleurs, avec qui il discutait. Voilà. Ça, hein. Alors lui, il avait un petit personnage qu'il appelait son daimon et qui intercédait entre Zeus et lui. Voilà, c'est tout. Et après, daimon, c'est devenu démon, etc. Et c'est devenu. Mais c'est vrai. C'est vrai, ça vient de Daimon. Ça vient de Daimon, du daimon de Socrate. Oui. Et alors, également, autre chose, le sabbat des sorcières, c'était à l'origine pour tourner en dérision les juifs. Voilà, oui, l'appellation. Oui, voilà, l'appellation, c'était pour... parce que c'est lié au culte lunaire. Bon, il y a 4 lunaisons par mois. Bon, si vous voulez, ça fait 4 fois 7, 28. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ça fait 28. C'est bourré de symboles de ce genre. Donc il y avait 4 sabbats par mois, et finalement c'est tombé le jour du sabbat, le jour du repos des Juifs. Oui. Et toutes les occasions étaient bonnes pour la religion chrétienne, si vous voulez, de tomber sur le dos des Juifs et de la religion juive. Eh oui, évidemment, à cette époque-là. Alors voilà. Et en plus de ça, si vous voulez, le succès du sabbat a été une lutte contre un certain nombre de dogmes de la religion chrétienne. Les premiers seront les derniers. Plus vous serez malheureux sur terre, et plus vous gagnerez le paradis. Donc, ce mythe de la résignation, qui arrangeait bien, faut dire, les seigneurs et les gens qui possédaient le pouvoir et la fortune. Donc, mais alors, au bout d'un moment, les serfs, les vilains, on en a eu assez, si vous voulez. Et alors, ils sont allés se moquer de Dieu, pas devenir inféodés au diable, mais ils sont allés se moquer de Dieu qui ne les aidait pas du tout et qui réservait tous leurs bienfaits aux possédants, aux seigneurs. Oui, c'est une analyse politique finalement de ces événements-là qui se déroulaient au plus profond du Moyen-Âge, tout à fait pertinente. Ben c'est les jacqueries, c'est Jacou le Croquant. Oui, c'est ça. Si vous voulez, alors, c'est devenu le cinéma du samedi soir à l'époque. Il y avait des jolies femmes qui se déboutonnaient du bas.
Bon, après tout, si elles avaient des jolies hanches, pourquoi pas. Pierre Canavaggio, Oui. vous restez avec nous, une pause Bien à sûr. nouveau, et on se retrouve dans quelques instants pour que vous nous disiez, est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu dans l'histoire, des périodes plus propices aux superstitions que d'autres, ou est-ce que finalement les superstitions sont de plus en plus vivaces au fur et à mesure que notre monde bascule dans cette espèce de scientifisme, j'emploie un mot que j'invente à tout crin. Vous nous direz ça selon votre propre opinion, et puisque vous connaissez fort bien ce dossier. 0826 300 300. Je rappelle que vous pouvez nous appeler pour nous rapporter votre témoignage si vous êtes superstitieux ou superstitieuse, et si vous trouvez que ça fonctionne plutôt pas mal. Et vous pouvez nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question s'il y a lieu, et vous l'envoyez au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, Pierre Canavaggio, un des meilleurs spécialistes français concernant les superstitions, son livre aux presses du Châtelet que je vous recommande vivement s'intitule Guide des superstitions, avec en sous-titre manuel pratique, anecdotique et populaire. Pierre Canavaggio, est-ce que il y a eu des périodes plus propices que d'autres aux superstitions? Oui, alors, si vous voulez, il faut partager le temps en deux. Oui. Les superstitions ont fleuri, surtout au Moyen-Âge. Et puis, elles ont été un peu en désaffection du moment où on a découvert le microscope. Et on s'est rendu compte que les maladies procédaient de microbes, de virus, etc., etc. Oui. À partir de là, Dieu merci, les superstitions ont été libérées de cette paramédecine ou pseudo-médecine. Mhm. Mais enfin, il reste quand même les rebootés, la phytothérapie, la médecine par les plantes. Mais Oui, si vous voulez, oui. les superstitions sont redevenues ce qu'elles étaient au départ, c'est-à-dire pour apporter ou des consolations ou des avertissements aux hommes qui vivaient tous les jours et qui prenaient des risques. Voilà, bon. Mais si vous voulez, ça paraît un paradoxe, mais ça n'en est pas un, les superstitions fleurissent de plus en plus. Moi, je peux vous dire, j'ai vendu de mon dictionnaire de superstition 80 000 exemplaires. Ah oui, donc c'est Non, que non, les gens mais ont vraiment besoin, y croient. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, dans la mesure où vous avez un homme comme Malraux, qui n'était pas la moitié d'un imbécile, Loin de là. bon, déclare le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Bon, moi je trouve ça un peu bête de dire qu'il ne sera pas, mais quand même, c'est ça. Et plus la société, disons, se mécanise au sens noble du terme, devient scientifique. On arrive maintenant aux nanotechnologies. Bien sûr. Il y aura des puces grandes comme une puce, vraiment, ou un ciron, comme disait Pascal. Bon, et plus on aura besoin d'avoir recours à ces forces qui sont incommensurables au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mesurer. Ça ne dépend pas des appareils de mesure. Mhm. Et alors, vous avez référencé énormément votre livre et partagé en 4 grandes séquences, l'avant-propos, Oui. Et ensuite il y a la chance, l'amour et le bonheur. Voilà. Avec les superstitions qui s'y rapportent bien entendu à Bien travers différents objets, que ce soit minéral, Ouais. animal, végétal évidemment. Il vous a fallu comment avez-vous réussi à collecter toutes ces informations? C'est un véritable dictionnaire. Comment vous avez pioché, retrouvé toutes ces superstitions? Alors je vais vous dire, c'est né de la presse. Il y a 35 ans, j'ai un de mes amis qui lançait un journal et un hebdomadaire et qui m'a demandé de lui préparer un dictionnaire de superstitions. J'ai fréquenté les bibliothèques, j'ai interviewé des gens. Et puis j'appartiens à une culture qui est méditerranéenne. Oui. Et bon voilà, et puis j'ai la veine d'être journaliste et d'avoir accès aux livres et d'être chroniqueur littéraire aussi. Donc l'édition m'a fourni vraiment une grande part de ma documentation, puis les enquêtes sur le terrain. Les gens voulaient, parce que quand j'ai dit autour de moi que j'étais en train de préparer une émission sur les superstitions, les gens me disent ah non, moi je suis pas superstitieux, ou enfin vraiment c'est pas quelque chose qui a l'air de s'avouer facilement. Mais bien sûr. Non mais vous connaissez le mot de Tristan Bernard. Je ne suis pas superstitieux, j'ai peur que ça me porte malheur. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. Mais le nombre de gens qui sont superstitieux mais qui ne veulent pas l'avouer, qui ne veulent pas se l'avouer, mais c'est fou, c'est fou. Et si vous voulez, il y a un mot de Buffon qui est très très joli. Buffon disait et a écrit: la superstition en général est une erreur,
Mais les superstitions particulières ont quelquefois un fondement raisonnable. Exact, oui. Et je vais vous dire, moi, c'est sur le côté raisonnable des superstitions que je me fonde. Alors, on va un petit peu découvrir les différents articles, quelques-uns de ces Oui. nombreux articles que vous avez Bien sûr. écrits donc dans ce livre. On va parler dans quelques instants de la galette des rois, puisque ça Oui. s'est passé il y a très peu de temps. Il y a une superstition autour de la galette des rois, mais commençons par celle qui orne, enfin une de celles qui orne la couverture de votre livre, Oui. qui est une échelle. Alors, moi-même, j'avoue que j'ai d'énormes réticences, voire je ne le fais jamais, à passer sous une échelle. Et j'en connais plein autour de moi qui ne le font pas non plus. Alors, d'où est-ce que cela vient? Laquelle superstition? Passer sous une échelle. Ah, écoutez, alors ça, elle est vieille presque comme Lucie, vous savez, l'ancêtre de l'humanité, Oui, cette petite oui. femme. Bon, c'est une superstition égyptienne. Bon, il se trouve que les grands mathématiciens ont été les Grecs, mais les Égyptiens avant eux maniaient très très bien les mathématiques sans savoir qu'ils faisaient des mathématiques. Bon. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais établi un théorème. Ils se servaient, ils ont inventé le triangle rectangle sans savoir quelles étaient ses propriétés. Donc le théorème de Pythagore, ils ne le savaient pas. Mais ce qu'ils savaient, c'était que le triangle, ils logeaient dans un triangle rectangle le dieu, le soleil, le dieu Ra et l'œil égyptien. Oui. C'est-à-dire que tout le pouvoir du monde était dans ce triangle. Bon, quand vous posez une échelle contre un mur, vous engendrez un triangle. C'est-à-dire que l'échelle fait un côté du triangle. On appelle ça l'hypoténuse, en face de l'angle droit. Le mur fait un angle droit avec le sol. Bien sûr. Oui. Bon, et l'échelle posée fait un triangle rectangle. Donc, passer sous une échelle, et Dieu sait qu'avec leur construction, les Égyptiens posaient des échelles un peu partout, c'était transgresser un mythe, c'était se moquer de la Trinité. Bon. Mais la Trinité représentait un pouvoir, je ne vais pas rentrer dans les détails de la mythologie égyptienne, oui. Il y avait déjà une Trinité, parce que la religion chrétienne n'a fait que reprendre ce qui existait déjà, hein, bon, bien sûr. Donc passer sous une échelle, c'était se moquer de la Trinité. Quand la religion chrétienne s'est installée, ils ont essayé de récupérer pas mal de superstitions, mais celle-là, ils ont été obligés vraiment de la récupérer. Et la Trinité, c'est devenu la Trinité chrétienne. Vous passez sous une échelle, vous transgressez l'empereur, la femme et son petit prince. Pour citer la chanson, effectivement. Non, mais je préfère citer ça que de parler de la Vierge, etc. Oui. Bon, et c'est ça, je vous dis, comme vous m'avez demandé tout à l'heure comment naissaient les superstitions, c'est d'abord la transgression d'un mythe. C'est ça qui est fondamental. Ensuite, ce sont des événements fortuits qui se reproduisent et qui ont la même cause, même effet, si vous voulez. Vous mettez votre chandail 3 fois de suite à l'envers ou devant derrière, vous loupez une marche, vous vous dites ça me porte malheur de mettre mon chandail à l'envers. Vous faites attention la prochaine fois. Oui. Bon, et c'est ça, si vous voulez. Toutes les superstitions, je vous dis, sont fondées sur les mythes et sur l'expérience. Et donc cette superstition là de passer sous une échelle dont vous venez de nous décrire l'origine, le fait que ça transgresse un mythe, c'est-à-dire que ce soit quelque chose d'enraciné très profondément dans la conscience collective humaine, c'est ça qui fait que cette superstition dure longtemps finalement. Mais bien sûr. Écoutez, l'inconscient collectif, on ne va pas revenir à Jung. Mais enfin, ça a été la grande découverte du XXe siècle, l'inconscient collectif, et les superstitions entrent pour une bonne part. Parce que, si vous voulez, une part importante de la morale humaine, qu'elle soit occidentale ou orientale, repose sur des superstitions. Oui. Ça porte pas bonheur de faire ceci, de faire cela. C'est vrai. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs, à titre personnel, quand j'étais petit chez mes grands-parents, il m'est arrivé une fois ou deux, sans le faire exprès, évidemment, de mettre le pain à table, parce que je mettais la table évidemment, de mettre le pain à l'envers, vous savez. Voilà. Et ma grand-mère immédiatement, plaf, remettait le pain à l'endroit, me disait malheureux, mon drôle, fais plus jamais ça. C'est parce que les boulangers, vous savez que les communes, les banalités nourrissaient le bourreau. Et alors le boulanger, quand il préparait les pains, réservait le pain du bourreau. Mais pour pas qu'on le confonde avec celui des autres, qui n'étaient pas bourreaux,
il mettait le pain du bourreau sur le dos. D'accord. Voilà. Tout comme on fait la croix sur le ventre du pain avant de le couper. Exact, oui. Voilà, vous vous souvenez de ça? Ah, ma grand-mère le faisait, oui. Mais bien sûr. Et alors, ce qui se passe, à ce moment-là, le diable, qui est dans le pain, parce qu'il est partout, le diable. Bon, Évidemment. bien sûr, il n'est pas que dans l'esprit des femmes, adultère ou pas. Et le diable va se réfugier dans le crouton, si bien qu'on ne donne jamais le crouton à un ami. Et on ne le mange pas. On le met à côté, on le donne aux poules. Ah, d'accord. Ah, Ben ça, oui. j'ignorais. Oui, d'accord. Ça vous étonne pas ce que je vous dis? Ah bah écoutez, non, moi, signer le pain sur le ventre, ça, Oui. ma grand-mère le faisait systématiquement, avant de couper le pain, et mettre le pain de manière, enfin, à l'endroit, quoi, si Voilà. je veux dire. Et alors, en plus ça, il y a une superstition, je ne vais pas dire mondaine, mais sociétale qui est tout à fait amusante. C'est que il y a un vieux proverbe paysan, et qui frise la superstition, qui dit « Quand une femme pose un pain à l'envers, ça veut dire qu'elle va gagner sa vie en se mettant sur le dos. » Ah oui, aussi, c'est vrai, c'est Ben vrai. oui. Oui. Il y en a qui font ça, hein, c'est leur métier. Oui, non, mais après, c'est autre chose. Mais c'est vrai que je me rappelle que mon grand-père me disait, on gagne notre pain honnêtement. Eh bien voilà. Donc, ça faisait référence exactement à ce que vous venez de dire. Ben oui, remarquez que si les prostituées prennent le prix qu'elles méritent, c'est d'une manière honnête aussi. C'est tout à fait vrai. Il y a un SMS qui vient d'arriver, qui nous dit, en Espagne, on considère souvent le mardi 13 comme portant malheur. Ah ça, je connais pas. Voilà, donc vous voyez. Pardonnez-moi, je connais pas. Non, mais ne serait-ce que passer, voyez-vous, Oui. la barre des Pyrénées finalement, et aller pas si loin que ça, du vendredi 13, chez eux, c'est le mardi 13 qui porte malheur. Alors je ne sais pas pourquoi mardi porte mal, c'est le jour de Mars. Oui, le dieu de la Je ne guerre. vois pas pourquoi ça, mais pourquoi pas, hein. Oui. Il y a, vous savez, un bon nombre de superstitions qui nous viennent d'Espagne. Une des plus horribles, c'est l'opale, la pierre l'opale. Il y a une Expliquez-nous ça. opale qui a fait des ravages dans la famille régnante d'Espagne. Alphonse XII a hérité une opale et puis comme il était libre penseur, il a porté cette chevalière avec l'opale dans le chaton en disant il m'arrivera rien. Tu parles, sa femme est morte, ça c'était pas trop désagréable pour lui, mais lui est mort et tous les gens sont morts jusqu'à ce que ça revienne à une régente qui très sagement a donné l'opale, l'a enfilé sur un doigt d'une vierge noire, je ne sais plus dans quelle église d'Espagne, et là personne n'a osé la voler, et là elle a perdu son pouvoir maléfique. Oui. Ah, j'ignorais cette histoire. Oui, c'est pas bien grave parce que vous direz pas voler l'opale. Non, certes non. Bon. Sachant ce que vous venez de me dire, non, sûrement Bon. pas. Pierre Canavaggio, vous restez avec nous, une pause à nouveau, et on va finir par dire quand même, parler de la galette des rois, parce que j'en ai parlé là. Oui, il y a, je vous en prie. Oui, hein, oui. il y a un petit quart d'heure, donc une pause, et on se retrouve donc dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous les différents objets. On parlera également du parapluie et le fait qu'il ne faille pas ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte malheur, semble-t-il. On y reviendra avec vous dans quelques instants. Si vous avez envie de poser des questions à Pierre Canavaggio, qui est mon invité ce soir, et je vous le rappelle, un des spécialistes français des superstitions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler, confier vos questions à Morad qui est au standard, au 0826 300 300, ou nous raconter une anecdote que vous avez vécue autour de la superstition, ou nous envoyer un SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, comme l'ont fait les auditeurs qui m'ont envoyé des SMS depuis le début de cette émission, et vous envoyez le tout au 71 200. Des aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Ce soir, nous parlons des superstitions avec mon invité Pierre Canavaggio, qui est l'auteur du guide des superstitions aux éditions Presse du Châtelet. Pierre Canavaggio, parlons de la galette des rois, puisque ça s'est passé donc il n'y a pas longtemps. On a tous fait des crêpes, et d'ailleurs en faisant des crêpes, tiens... Ben non, ça c'est la pièce d'or dans la main. Voilà, c'est ça. Mais on en reparlera après. Non, la D'accord. galette des rois, bien sûr. Ben ça vous donne des signes avant-coureurs, si vous voulez. Vous connaissez bien sûr la tradition qui consiste à faire passer le plus jeune de l'assemblée sous la table, Voilà. et de distribuer comme ça, sans savoir quel morceau on a découpé, de le destiner aux gens qui partagent cette galette des rois. Exactement. Bien. Et là, il y a le Jésus ou il n'y a pas le Jésus. Bon,
comment on appelle ça, la fève. Oui, voilà, la fève. Moi, j'appelle ça un Jésus. Mais enfin, Ah bon, d'accord. comme ça. Alors, il y a un moyen, si vous voulez, sur le plan de l'amour, la galette des rois a une signification. Alors, si vous me permettez, je vais me citer parce que je voudrais pas dire une bêtise. Alors, pour savoir comment se porte une personne aimée qui se trouve au loin au moment où l'on fête les rois, on conserve sa part de galette dans un placard. Voilà. Oui. L'état dans lequel celle-ci se trouve 3 jours plus tard, c'est-à-dire le temps que le Christ a mis pour ressusciter, c'est la lune noire qui disparaît du ciel. Bon, c'est la même chose, c'est 3 jours, c'est très important. Alors, 3 jours plus tard, montre l'état de son cœur. Si la galette est terne, c'est mauvais signe, loin des yeux, loin du cœur. Si elle est restée brillante, l'amour l'habite toujours. Voilà. Et pour la fève ou le Jésus, Oui. une jeune mariée qui découvre la fève dans la part de galette des rois qu'elle a tirée au hasard, ou qu'on lui a destiné au hasard, bien sûr, Oui. aura un Jésus, C'est-à-dire un enfant. avant la fin de l'année, et ce sera un garçon. Très bien. Voilà. Et c'est imparable. Oui. Mais voilà. Ça, Bon. et ça marche à tous les coups. Écoutez, ça serait pas resté dans l'inconscient collectif, si vous voulez, si ça marchait pas souvent. C'est vrai. À tous Oui, les oui. coups, j'ose pas vous le dire. Oui. Mais ça marche souvent. Et Alors, l'histoire des crêpes. alors voilà, oui. Bon, ça, on est tous des petits-fils de paysans, hein, quand on n'est pas des fils ou paysans Bien sûr. soi-même. Oui. La chandeleur, c'est traditionnel. Et comme les Français adorent les pièces d'or, même les plus pauvres en avaient une, si vous voulez. Et la tradition voulait de faire sauter 3 crêpes avec une pièce d'or dans la main, ou gauche ou droite, selon qu'on était gaucher ou droitier. Voilà. Et ça vous étirait toute l'année. Enfin, on peut toujours l'espérer. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs SMS qui viennent d'arriver, dont un qui dit d'ailleurs, je le trouve assez amusant, le vendredi 13 dernier, j'ai caressé un chat noir et je me porte très bien. Ah ben, il a raison. Tout à fait, mais ça peut lui porter bonheur également. Hein. Mais bien sûr, les chats noirs, vous savez, bon, il y a une vieille tradition qui dit tous les chats ne portent pas malheur, mais on n'en connaît aucun qui porte bonheur. Ah ouais. Bon. C'est une espèce de théorie des ensembles un peu déviée, mais c'est vrai que alors, le chat noir porte malheur, on en jetait dans les incendies pour les éteindre, enfin c'est dramatique. Quelle horreur, oui. Non, mais les chats noirs, c'est simplement parce que le noir est la couleur du diable, si vous voulez, Mm-hmm. et le noir, le chat échappe à toute domesticité. Oui. C'est lui qui vous adopte, mais c'est pas vous qui l'adoptez. Oui. C'est lui qui vous adopte. Et moi, j'ai eu 2 chats dans ma vie, et puis c'est comme ça. Et puis il faut s'y habituer, il faut le savoir, quoi. Et les chats sont indépendants. Il y a un joli conte de Kipling qui titrait le chat qui se promenait tout seul. Oui. Et ça se passe au temps des cavernes. Et c'est ça, si vous voulez. C'est le seul animal que l'homme n'a pas réussi à domestiquer. Alors, vous voyez, un être animal ou humain qui échappe à votre pouvoir, bon, vous avez tendance à trouver qu'il ne porte pas bonheur, quoi. Et en plus, s'il est noir et qu'il voit la s'il est nuit, noir, si vous voulez. Ouais. Alors on dit que le chat noir porte malheur parce que dans sa queue, il porte un cheveu du diable qui est noir. D'accord. Ouais. Et alors, il y a une histoire aussi que quand un chat noir traverse de gauche à droite ou de droite à gauche, ça aussi c'est. Bon, alors ça c'est selon que vous êtes gaucher, droitier, que vous habitez Rome ou Florence, Oui. ou Paris. Bon, la gauche, vous savez, vous avez fait du latin sans doute, sinistère, c'est la gauche. La sinistre, Bon, là, ça en a italien donné d'ailleurs. naissance à sinistre. Bon, Exact. bien sûr. Et qu'on est assis à la droite de Dieu, donc la droite porte bonheur. Oui. Bon, voilà. Alors, il y a des hommes politiques qui en infèrent des conclusions. Alors, il y a un autre SMS qui est arrivé qui demande pourquoi est-ce qu'on ne doit pas croiser les couverts dans l'assiette après manger? Parce que les croix portent pas bonheur, regardez le Christ. Et Saint André. Oui. Toute croix qui est créée par l'homme porte malheur. Enfin, Oui. pardonnez ma vivacité, mais... Non, mais c'est tout à fait ça. Et en plus D'accord. de ça, c'est des souffrances épouvantables d'être crucifié. Alors, pour rester peut-être dans ce même domaine, Oui. Vincent nous envoie une question. Pourquoi renverser le sel porte-t-il malheur? Oh là, c'est une sombre histoire. Bon, alors voilà, vous savez, on est né de la mer. Bon, Oui. la mer est salée. Bon, donc le sel fait partie de la vie. Donc, jouer avec le sel, le renverser, ça veut dire qu'on le méprise.
Donc c'est un acte désacralisant. Oui. Voilà. Alors, le diable n'attend que ça, qui se tient toujours derrière votre épaule, dans votre dos. Et alors, pour conjurer le mauvais sort du sel qu'on renverse sur une table, on le gèle par-dessus son épaule droite. Exact, oui. Et ça arrive dans l'œil du diable. Bon, bien sûr. Alors, il n'est pas content, il s'en va. Très bien. Bon, et alors, il y a une autre superstition sur le sel, mais celle-là qui est complètement historique, qui n'est pas qu'anecdotique, c'est passer une salière de la main à la main. Oui. Vous n'avez pas de questions là-dessus? Non. Allez-y, racontez-nous ça, si parce vous que je voulez, suis curieux je vous la là. raconte. Oui. Les princes italiens qui se sont battus pendant des années et des années pour prendre le pouvoir ou pour conserver leur pouvoir local, se sont massacrés, les Visconti, les Borgia, les Sforza, bon, il y en avait beaucoup, et ils se sont beaucoup entretués. Et il y a, je crois que c'est un Médicis ou un Visconti, je crois que c'est un Médicis, qui a su par un de ses mages que rien ne ressemblait plus à du sel que l'arsenic. Alors il s'est dit que ce serait une bonne idée de donner de l'arsenic à ses ennemis plutôt que de les faire trucider par des spadassins. Voilà. Et alors il invitait les gens qui voulaient éliminer, et le cuisinier avait pour charge de ne pas saler l'aliment conservé à table. Oui. Alors, et il y avait sur la table des salières. Et quand l'invité goûtait le plat et qu'il ne le trouvait pas assez salé, l'hôte lui tendait la salière. En disant, tenez mon cher cousin pour rattraper la bêtise du cuisinier. Mm-hmm. Et il lui tendait une salière dans laquelle il y avait de l'arsenic. Oui. Alors, si vous donnez une salière à quelqu'un de la main à la main, ça veut dire on ne sait jamais que vous voulez le tuer. Oui. Ouais. Si vous la posez à côté de lui, c'est lui qui décide de sa mort. C'est un peu spécieux comme raisonnement, mais il avait court. Oui. Donc voilà l'origine voilà, tout à fait historique. Elle est historique, hein, elle est dans toutes les histoires de l'Europe. Hein. Oui. Et en ce qui concerne, autre question, le fer à cheval. Alors c'est le fer qui porte bonheur. C'est pas le fer à cheval. Encore que le fait, alors, il y a un certain nombre quand on trouve un fer à cheval, il y a un certain nombre de conditions pour que le fer à cheval porte un peu plus bonheur que le fer ne porte bonheur. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait 7 trous, 3 d'un côté, 4 de l'autre. Mais quand je dis d'un côté et de l'autre, c'est selon qu'on regarde le fer à cheval, ergot vers soi ou l'ergot vers le sol. Mm-hmm. Voilà. Et le mieux, si on veut qu'un fer à cheval porte bonheur, c'est de le mettre dans l'entrée de sa maison. Et le mettre pas verticalement, mais horizontalement, de telle manière que ça fasse un C. Alors le Christ, ça fait le C de Christ, et le fer, c'est le bonheur absolu. Pourquoi le fer? Parce que, alors le fer, c'est le premier métal que l'homme a domestiqué, si vous voulez. Bon. Et le fer représente pour l'homme primitif, et même encore maintenant, on parle d'une santé de fer, enfin vous voyez, bon, l'homme vrai. de fer, Mm-hmm. c'est presque la santé. En plus de ça, rappelez-vous Popeye. Oui. Pourquoi Popeye a des bras aussi musclés? Parce qu'il mangeait des épinards dans lesquels il y avait du fer. Il mange des épinards dans lesquels il y a du fer. Mm-hmm. Bon, vous voyez, mais si vous voulez, tout ça, c'est la mythologie, bien sûr. Pourquoi toucher du bois? Alors, c'était la question connexe que j'allais vous poser, évidemment. Eh ben voilà. Voilà. Non, mais ça procède du même esprit, si vous voulez. Encore une superstition de l'Église. Elle n'aime pas qu'on le dise, mais c'est quand même vrai. On vous dira que le bois, toucher du bois, ça porte bonheur, mais que si vous touchez de l'olivier ou du cèdre, ça porte encore plus bonheur. Pourquoi? Parce que les croix sur lesquelles on suppliciait, on crucifiait, pardonnez-moi cette redondance, les condamnés à mort, oui. étaient, on montait une planche horizontale de cèdre sur un pied d'olivier. D'accord. Or, comme c'est sur un olivier avec une barre transversale en cèdre qu'on a crucifié le Christ, voilà d'où est née la superstition chrétienne. Mm-hmm. Mais à la vérité, le bois plantant ses racines dans le sol, était habité par un dieu qui s'appelait le dieu Attar, et qui circulait dans l'arbre par la sève. Oui. Donc,
si vous voulez, en mettant la main sur l'arbre, vous preniez un peu de la force d'Atar, qui était un dieu extraordinairement puissant, si vous voulez, et il vous passait un peu de sa force. C'est entrer en communion avec cette force primitive, en quelque sorte. Voilà, exactement. Oui. Exactement. Et c'est pour ça que on dit, toucher du bois porte bonheur, quoi. Voilà, mais d'un autre côté, les forêts et les arbres, les arbres dans une forêt portent malheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs racines plantées là, très près de l'enfer. Rappelez-vous la divine comédie, j'errais dans une forêt obscure, et c'est l'entrée de l'enfer. Exact. Vous qui entrez là, n'ayez plus aucune espérance. Tout à fait. Pierre Canavaggio, une pause à nouveau et on va se retrouver pour parler d'amour et parler de pierres précieuses ou semi-précieuses qui peuvent aider alors soit à retrouver l'amour, à le conserver ou à savoir où en est l'autre ou à le provoquer. Vous nous direz ça parce que ça tient une large partie dans votre livre. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité est Pierre Canavaggio, spécialiste des superstitions, auteur de nombreux livres dont le dernier en date qui a pour titre Guide des superstitions. Ces deux éditions Presse du Châtelet. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il est 23h, passé de quelques broutilles de minutes. Si vous avez raté la première heure, eh bien, vous savez que à partir de mardi, vous pouvez sur le site internet psiland.org réécouter toute cette émission dans son intégralité, la télécharger également si vous le voulez. Donc je vous redonne le site internet où vous allez retrouver d'ailleurs toutes les émissions Les Aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Donc c'est psiland.org. C'est psiland.org, psiland.org. Pierre Canavaggio, parlons un petit peu maintenant à proprement parler, d'amour et de pierres précieuses et de pierres tout court, parce que il y a beaucoup de gens qui fabriquent eux-mêmes, ou des gens qui fabriquent des porte-bonheur, et les pierres précieuses en font partie évidemment. Pardon? Les pierres précieuses en font partie, les pierres. Bien sûr. Comme le saphir, par exemple. Oui, bien sûr. Mais vous savez, il n'y a pas que les pierres précieuses. Si on parle de porte-bonheur, je vais vous dire, il y a une femme merveilleuse qui s'appelle Béatrice Beck. Ça s'écrit avec un X et le X se prononce pas. Elle m'a dit ça un jour. Je lui parlais, je lui demandais est-ce que vous êtes superstitieuse, Béatrice, et elle m'a dit je ne sais pas, mais j'ai trouvé dans les affaires de ma mère à sa mort un médaillon qui était vide. Et j'ai mis dedans, dans ce médaillon qui était vide, la queue d'un petit lézard que j'ai attrapé, la queue m'est restée dans les mains. Et je l'ai mise dans le médaillon, et elle me dit, il me porte bonheur parce que je le porte avec bonheur. Donc c'est elle qui s'est fabriqué son propre porte-bonheur en quelque sorte. Voilà, et alors on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, les superstitions qu'on se crée sont les meilleures, les talismans qu'on se crée sont les meilleurs, les porte-bonheur que l'on se crée sont les meilleurs. C'est même pas discutable. Oui. Alors les saphirs, bien sûr, il y a des propriétés superstitieuses à chaque pierre, si vous voulez. Mais vous pouvez investir d'un pouvoir superstitieux bénéfique si vous y croyez. Et si vous avez vérifié que cette pierre vous porte bonheur. Oui. Un caillou rond. C'est ce que j'allais vous dire, un caillou qu'on peut ramasser lors d'un moment intense que l'on a vécu ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr. Moi, j'ai gardé je ne sais combien de temps un ticket de métro. Quand j'avais 12 ans, j'avais pris le métro avec ma petite amie. Et ce ticket de métro, vous portez bonheur. C'était un porte-bonheur, bien sûr. Évidemment. Alors, parmi les pierres que vous connaissez, que vous avez recensées dans votre livre, quelle est celle dont vous trouvez que c'est une pierre récurrente dans les porte-bonheur? Alors, écoutez, toutes les femmes le savent. Ça s'appelle une pierre, elles appellent ça une pierre de réconciliation. Vous offrez un diamant à une femme, elle se réconcilie avec vous tout de suite. Oui. Voilà, si vous voulez. Alors, je ne veux pas parler de vénalité, mais la pierre est tellement belle, elle brille tellement, plus qu'elle est grosse et plus qu'elle porte bonheur, et plus qu'elle réconcilie. Oui, ça coûte cher en même temps. Je prends par les paysans exprès. Hein. Oui. En même temps, ça coûte quand même assez cher, quand même.
Mais si vous voulez, si vous n'avez pas de diamant, vous prenez un cristal de roche, ça marche aussi. Également, oui, c'est moins onéreux, oui. Mais ça C'est moins réconcilie. onéreux, mais ça brille beaucoup. Hein. Oui, mais ça réconcilie peut-être moins également. Peut-être un peu moins. C'est vrai. Alors, dites-moi, Pierre Canavaggio, parlons du trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce qui fait que ce petit brin d'herbe, cette petite plante, porte bonheur comme ça? Mais c'est parce que c'est un monstre. C'est de la tératologie. Quand on aime le trèfle à 4 feuilles, on aime les veaux à 5 pattes, les femmes qui ont 3 seins, c'est la même chose. Quoi. Donc, le trèfle à 4 feuilles, alors, faut bien se dire une chose, c'est qu'il ne porte bonheur qu'à celui qui l'a trouvé. Oui. Ou à celle, pardonnez-moi. Et il ne porte bonheur que si on le cueille la première nuit de la nouvelle lune. La première nuit de la nouvelle lune. Et surtout qu'on ne le garde pas pour soi. Ah oui. Parce que vous pouvez pas faire faisons notre bonheur nous-mêmes, c'était une chanson en 1930, mais c'est pas tout à fait vrai. Oui. Enfin, je veux pas parler d'onanisme, hein, c'est pas. Non. Vous avez bien compris. Bon, alors quand vous offrez un trèfle à 4 feuilles à un couple, alors tenez-vous bien, le couple aura 4 garçons et 4 filles. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est pas mal quand même. Ah oui. C'est du bonheur et, excusez-moi l'expression, des emmerdes assurées pour longtemps aussi. Voilà, on peut le penser aussi. Oui, effectivement. Oui. Alors, si une jeune fille trouve un trèfle à 4 feuilles sans l'avoir cherché, j'ai bien dit une jeune fille, elle se mariera dans la nuit. Très bien. Voilà. Et alors, il y a des gens qui cultivent des trèfles à 4 feuilles, mais il ne faut pas tomber dans ce truc. Ah, le trèfle à 4 feuilles cultivé exprès n'est pas un porte-bonheur. Non, c'est pas un porte-bonheur, non, parce que ça devient commun, si vous voulez. Oui. C'est un trèfle à 3 feuilles qui deviendrait porte-bonheur à ce moment-là. Tout à fait d'accord. Encore une fois, si vous voulez, c'est l'exception qui fait, c'est le monstre, c'est l'exception, c'est la rareté, encore une fois. Quoi. Oui, tout à fait. Ce qui est rare est cher, et ce qui est cher porte-bonheur. Quoi. Évidemment. Alors, parlons maintenant, revenons un petit peu dans le monde de la magie. Oui. J'ai été étonné de trouver un article dans votre dictionnaire des superstitions consacré au carré magique. D'abord, expliquez-nous ce qu'est un carré magique. Alors, écoutez, c'est un petit jeu mathématique qui consiste. Les Japonais font des sudoku, comme ça, qui est un peu scientifique encore que bon. Mais le carré magique, c'est 9 cases. Oui. 9 cases et alors 3 sur 3, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est 3 fois 3. Bon, ben voilà. Et mais on les fait pas soi-même, on peut les faire, si vous voulez. Moi, je me suis amusé à en fabriquer, mais ça ne rapporte pas plus que si on prend les autres, ceux qui existent déjà. C'est un talisman comme un autre. Voilà, si vous voulez. C'est amusant à faire, mais enfin bon, ça ne dépasse pas le niveau de la 4e au lycée, quoi. Oui. Mais ça, si vous le chargez de pouvoir magique, il sera magique, hein. Mais c'est ce carré magique, à quelle origine? Parce que je suppose que ça doit être très ancien, j'imagine. Oh là là, alors là, écoutez, on va pas se battre entre la Kabbale, Babylone, les Persans, les Indiens, les Hindous, les Indiens, je sais pas comment on dit. Parce qu'on se base par exemple sur les chiffres, mais c'est les Indiens qui ont inventé le zéro. Et sans zéro, il n'y a pas de mathématiques. Tout à fait. Donc on sait pas. Mais de toute façon, ça vient de par là-bas, ça vient des Indes. Oui. Et en tout cas, les premiers carrés magiques qu'on a vus, c'est en Perse. Mais enfin bon, si Alexandre le Grand est allé aux confins des Indes, je vois pas pourquoi les Indiens auraient pas apporté le carré magique dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Et c'est un talisman qui porte bonheur. Voilà, c'est un porte-bonheur. Oui. Si vous voulez, moi j'ai un peu parlé de la magie noire pour récupérer l'amour, parce que c'est des procédés de magie noire, si vous voulez. Mais la magie blanche, c'est fait pour vous apporter du bonheur et pour éloigner le malheur et les esprits malfaisants. Ouais. Alors, il y a également des amulettes qui sont faites avec du corail. J'ignorais que le corail avait une propriété. Oui, alors le corail appartient aux 3 règnes. Vous savez, c'est un animal, c'est minéral, c'est les 3 règnes. Bon. Et c'est d'une jolie couleur rouge en plus. C'est très beau, oui. Mais bien sûr, alors on a fait une amulette avec le pouce, vous savez, qui
qui est coincé entre l'index et le majeur, avec le point fermé. Bon, c'est pour chasser le mauvais œil. Oui. Bon, voilà. Et en Corse, par exemple, les filles portent généralement, ou portaient, je ne sais pas si ça continue maintenant, mais il n'y a pas de raison que ça soit arrêté, une main de corail au cou, pendue à une chaîne d'or. Bon. Et là, ça éloigne le mauvais œil. Ça éloigne le mauvais œil. Alors, le mauvais œil, c'est la pire des malédictions qui puissent vous arriver. Et en ces périodes où on cultive l'insécurité, le mauvais œil est apporté par l'étranger. C'est toujours la faute de l'étranger dans un pays. C'est simple, évidemment. Non, mais on se marie dans sa tribu, dans la même rue, dans la même maison, et de préférence sur le même palier. Hein, bon. Et c'est ça, si vous voulez. Donc, le mauvais œil, c'était l'œil bleu. Pourquoi ? Parce que c'est né au Moyen-Orient, et que les gens qui avaient des yeux bleus et rouquins en plus, c'était vraiment des sales étrangers. Et c'était par eux qu'arrivait le malheur, c'est tout. Oui. On va parler tout à l'heure, après la pause, des chiffres, parce que les chiffres ont vraiment une signification très importante, dites-vous dans votre livre. Mais j'aimerais qu'on revienne sur quelques éléments comme ça concernant la chance, par exemple. Oui. Et j'ai découvert un article concernant le bossu. Ah, bah oui, bien sûr. Alors, racontez-nous ça, parce que j'ignorais tout à fait cette histoire, l'origine de la superstition qui entoure le bossu et la bosse du bossu, évidemment. Oui, alors voilà, bon, vous savez, toucher la bosse du bossu, c'est comme le pompon du marin, ça voilà. fait partie des mythes. Bon. Mais l'histoire du bossu est liée à l'emprunt Law, ce financier écossais qui est venu proposer à Louis XV de fabriquer, au lieu de garantir, de fabriquer, de pratiquer le commerce avec de l'or, de le pratiquer avec des billets de banque garantis par l'or que les banques avaient. Voilà. Et les Français, les Parisiens se sont précipités, rue Quincampoix, qui est dans les Halles, à côté de Saint-Eustache à Paris, une rue très étroite, mais il y avait la banque de l'eau qui était là. D'accord. Et tous les Parisiens qui se précipitaient avec leur or dans cette banque pour gagner, dans l'espoir de gagner de l'argent, bien sûr, n'avaient pas d'appui pour pouvoir remplir les papiers. Et il y avait un bossu qui habitait rue Quincampoix et qui a proposé sa bosse, et les gens posaient leurs papiers sur sa bosse et comme ça pouvaient remplir leur bon de dépôt d'argent. D'accord. Voilà. Alors, en plus de ça, le malheureux bossu passait pour porter bonheur, et puis après, ça a été un rejet épouvantable. Il valait mieux ne pas se promener dans ce quartier quand on était bossu. Et alors, pourquoi ? Parce que l'emprunt Law, finalement, n'a pas donné... C'est-à-dire que non seulement ça n'a pas donné, mais ils ont perdu beaucoup d'argent. Ah oui, effectivement. Oui. C'est pas Law qui a perdu, mais c'est la banque qui a gagné. Mais les dépositaires ont été moins heureux. Et alors, vous le confirmez, toucher la bosse d'un bossu continue quand même à porter bonheur. Ben oui, mais vous savez, quand quelqu'un est si malheureux qu'un bossu, finalement, ça porte bonheur de toucher sa bosse. Ouais. En plus, ça lui fait pas plaisir. Non. Vous voyez, donc, si vous voulez, toutes les conditions, c'est toujours le moins par moins, hein. Tout à fait. Oui. Moins par mois, évidemment, ça fait un plus. Mais voilà. Et puis, il y a eu cette célèbre phrase dans ce film, « Touchez ma bosse, monseigneur ». Mais bien sûr. Ça, c'était évidemment célèbre. Alors, vous restez avec nous, Pierre Canavaggio. Une pause à nouveau. Et on va se retrouver dans quelques instants pour rentrer, puisqu'on l'a fait un petit peu, rentrer dans le domaine de la chance. Parce que là, évidemment, qu'est-ce qui peut nous porter chance en termes de superstition, d'amulettes, de gris-gris, de croyances? C'est ce que nous allons découvrir avec vous dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons de superstition avec mon invité, l'auteur Pierre Canavaggio, du Guide des superstitions, qui est sous-titré Manuel pratique, anecdotique et populaire. Je tiens à ces trois adjectifs. Oui, c'est pour ça que je les cite d'ailleurs. Vous êtes gentil. Et c'est aux éditions Presse du Châtelet. Parlons de la chance, oui. Pierre Canavaggio. Alors, depuis que l'homme est homme, évidemment, il a toujours cherché à provoquer la chance, à s'attirer les bonnes grâces de la chance.
évidemment. Mais vous venez de toucher du doigt le problème de la chance, c'est que s'attirer les bonnes grâces de la chance. La chance, ça ne veut pas dire avoir de la chance au sens actuel du terme. La chance, elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut être bonne ou mauvaise. Le mot, ça vient du verbe latin cadere, tomber. On lançait les dés en l'air et ils retombaient. Et la chance, c'était pendant que les dés retombaient. Donc ils retombaient du bon côté ou du mauvais côté. Donc si vous voulez, maintenant on dit risque et chance, mais à la vérité, il n'y a qu'un seul mot, c'est chance. Et alors c'est la bonne chance ou la malchance. Exact. C'est pour ça que vous avez raison, s'attirer les bonnes grâces de la chance. Ouais. Et alors, j'ai découvert, enfin, je ne suis pas très joueur, mais j'ai découvert que une écharde peut entraîner un bon phénomène de chance. Si on supporte la douleur, je ne sais plus combien de jours, mais 3 jours. 3 jours, ben c'est ça, oui. Oui, 3 jours, évidemment, c'est évident. 3, 5 ou 7. Voilà, non. Mais enfin bon, là Mais vous devriez écrire un livre sur les superstitions, parce que vous êtes drôlement calé. Oui, j'en ai lu un bon, là, c'est pour ça que je commence à m'y connaître. Non, mais je vous assure. Alors, vous avez écrit, je vous cite, un joueur qui a le courage de souffrir pendant 3 jours d'une écharde plantée dans son pied gauche sera chanceux pendant 9 jours. Voilà, oui. Faut serrer les dents, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Faut serrer les dents, quand même, hein. Ben oui, ça fait mal, hein. Oui, et si ça s'infecte, ça fait un panari ou des choses comme ça. Quelle horreur. Hein, ben oui. Mais enfin, si vous gagnez, si vous décrochez le jackpot du loto, c'est pas si mal, quand même. Ah, oui, ça vaut le coup de souffrir au moins pendant 3 jours. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Et alors, autre chose aussi, ça c'est une croyance populaire, enfin c'est une superstition populaire. Ouais. Marcher dedans, vous savez, de ce que l'on trouve à Paris, comme à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes du Grand Sud, évidemment. Je veux parler de ce que laissent nos amis les bêtes quand leurs patrons n'ont pas la délicatesse de ramasser derrière. Oui. Selon que l'on marche dedans, sans faire exprès, évidemment, hein, bien sûr. par inadvertance, du pied droit ou du pied gauche, ça porte chance, ou on va avoir de l'argent, ou avoir un malheur. Alors, ça vient d'où? Ah ben, alors là, c'est encore une superstition complètement ancestrale, alors là. Oui. L'excrément et l'or sont liés. Ah bon? Oh là là, depuis vraiment la naissance des cultures. Est-ce que c'était parce que le crottin des chevaux est doré? Je ne sais pas. Est-ce que beaucoup de crottes d'animaux sont dorées et que ça favorise la pousse des plantes, des rosiers et tout, vous voyez. Oui. Et vous avez le premier oniromancien qui s'appelait Artémidore, qui disait rêver d'excréments, c'est rêver de l'or. Et Freud a repris ça, si vous voulez. Et l'or porte bonheur. Le crottin, la merde, appelons-le comme ça, porte bonheur. Mais ce qu'il faut, il ne faut jamais provoquer la chance. Si vous voulez, il faut la charmer. Alors, c'est-à-dire marcher par hasard du pied gauche ou du pied droit. Le pied droit porte pas bonheur. Mais le pied gauche, c'est bien. Ah oui. Et pourquoi cette différence, le côté gauche plutôt que le côté droit? Ça aussi, ça aura une signification. Il n'y a rien de plus dégoûtant que les crottins. Et puis, comme la gauche porte pas tellement bonheur, on en revient à main par moins, ça fait plus. D'accord. Effectivement. Non, mais vous savez, tout ça, quand je dis que c'est populaire, que c'est pratique, c'est vrai. C'est toujours, il y a des grands principes qui gouvernent les superstitions et la sagesse populaire. La justice immanente de Plotin, si c'est pas populaire, si c'est pas né de l'équilibre, un jour oui, un jour non, vous faites du mal à quelqu'un, vous payerez un jour. Vous vous moquez d'un bossu un mauvais jour, un autre jour que le 1er avril. 1er avril, on a le droit de le faire et ça lui porte bonheur au bossu. Oui. Mais sans quoi, un jour, il vous arrive un pépin si vous moquez d'un bossu le 31 mars au lieu du 1er avril. Oui. C'est la justice immanente. C'est l'équilibre. Oui, tout à fait. Alors, une chose également, et ça, j'en ignore l'origine, mais c'est l'importance du cracher. Ça a une importance. Ah non, mais bien sûr, mais parce que ça, alors, on crache dans les paysans. Les paysans, quand ils concluent un accord, soit se tapent dans la main, soit se crachent dans la main, soit crachent par terre et effacent leur crachat avec leur pied gauche. Oui.
Et ça équivaut à un serment, si vous voulez. Et alors là, il n'est même pas question de transgresser ce contrat, de ne pas le tenir. Le crachat, c'est très très important. Cracher sous sa chaise, pour mon grand-père crachait sous sa chaise quand on jouait au loto. Ah bon? En famille, bien sûr, c'est le seul moyen d'avoir de la chance. Ah, j'ignorais ça. Non, mais attends, c'est une superstition corse, hein, et de Tsigavo même, je peux vous dire. Ah, très bien. Mais c'est comme ça. Oui. Et faire le tour de sa chaise, allant dans le sens contraire des aiguilles du monde quand on a eu une mauvaise distribution des cartes, ça remet les choses à leur place. Oui. On dénoue ce qui a peut-être été noué, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Je vous dis, vous êtes doué pour les superstitions. Et alors, ça, c'est quand même un peu plus dur à faire. Cracher dans la gueule d'un crapaud, je vous cite là, Oui. pour posséder la jettatura. La jettatura, c'est le pouvoir de lancer le mauvais œil. La jettatura, c'est jeter un sort à quelqu'un. Mais de vous à moi, comme j'ai jamais jeté de mauvais sort à personne, j'ai pas essayé, d'ailleurs, simplement de le faire, mais de cracher dans la gueule d'un crapaud. Mais c'est une recette qui est très connue, que vous trouvez dans le Grand Albert, qui a été le professeur, le maître à penser de saint Thomas. De saint Thomas d'Aquin. Oui, voilà. Oui. Et alors, justement, puisque vous en parlez, oui. Je voulais qu'on consacre quelques minutes quand même à ce personnage pour le moins étonnant et à ces deux livres. Et j'ai vérifié, ces deux livres, le Grand Albert et le Petit Albert, sont toujours en vente, ils sont toujours édités. Alors, qui était ce personnage? Alors, le Petit Albert, je ne sais pas. Oui. Petit Albert, je ne sais pas, je n'ai rien trouvé. Mais le Grand Albert était un évêque. C'était un évêque, comme celui qui a recommandé de bâtir des lieux saints sur les endroits où on faisait des sacrifices humains. L'évêque de Cantorbéry ou Grégoire, Saint Grégoire, la même chose. Ce sont le plus grand gémologue, le grand spécialiste des pierres précieuses, doué de pouvoir, c'est Marbode, qui était l'évêque de Rennes au XIIe siècle. Ah, c'est étonnant. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas profité, ces braves gens? Oui, mais enfin c'est étonnant que une sorte de magie soit mélangée comme ça à la religion entre guillemets officielle catholique. Je n'ai pas osé suspecter l'Église de s'enrichir en mettant des pierres précieuses sur ses chars. Nous ne nous permettrons pas. Où on conservait des reliques, ou sur la mitre des évêques, ou sur les étoiles et les bagues que portent les évêques. Mais enfin, ils ont fait une sacrée consommation de pierres précieuses, quand même. Oui, c'est vrai, donc il valait mieux les connaître. Marbode était spécialiste, si vous voulez, des pierres précieuses, ne m'étonne pas du tout. C'était quand même mieux que de faire venir des Juifs de Venise pour leur demander d'expertiser les pierres, ou d'Amsterdam. Oui. Et d'ailleurs, tiens, puisque vous citez ces grands joailliers juifs d'Amsterdam ou d'Anvers, quand ils concluent, ils ne signent jamais de papier. Lorsqu'ils concluent une vente, ils se tapent dans la main en disant Mazal. Voilà. Et ça signe le contrat, et tout le monde respecte ça depuis la nuit des temps. Exactement. C'est vraiment comme les maquignons qui se tapent dans la main quand ils ont vendu une bête ou un cheval. Tous les marchés de diamants, ça m'a été confirmé par un grand diamant de New York, se promènent avec des petits sachets en papier de soie dans lesquels ils ont leurs diamants, et ils disent oui, c'est d'accord, et c'est fini. Il n'y a pas de papier, rien du tout. Oui. Alors que les sommes en jeu sont colossales. Colossales. Oui. Alors, je ne sais pas si cette honnêteté est intéressée ou est spontanée, si vous voulez. Est-ce que ça pourrait porter malheur de ne pas tenir sa parole, je pense, de ne pas satisfaire à un engagement? C'est possible. Ça, je ne peux pas vous dire si c'est le fait d'une superstition ou d'une honnêteté scrupuleuse des diamantaires. Oui, de toute façon, celui qui ne respecte pas sa parole ne pourra plus jamais ni acheter ni vendre. Oui, donc ils ont tout intérêt à respecter déjà cette parole. Mais le procédé est étonnant. Bien sûr. C'est vrai. Alors, revenons quand même à ce personnage, le Grand Albert. Ça a été un évêque, donc, nous avez-vous dit? Oui. Hein, à quelle période à peu près? Pardon? À quelle période de... Au XIe siècle, je crois. Oui. Et alors,
Puisque vous citez relativement souvent, vous faites référence souvent à ce personnage, que trouve-t-on dans ce livre? C'est un recueil que de des quoi? recettes. C'est lui qui a inventé, non. En tout cas, qui a recueilli la plus célèbre recette superstitieuse qui consiste à nouer l'aiguillette. C'est quoi ça? Ah, ben voilà. Alors, nouer l'aiguillette, c'était rendre un homme impuissant. Alors, c'était les femmes qui nouaient l'aiguillette des messieurs, ou les pères qui nouaient l'aiguillette parce que le seigneur voulait exercer son droit de cuissage sur leur femme ou sur leur fille. Oui. Alors, c'est-à-dire que ce brave aristocrate couchait la demoiselle ou la dame à côté d'elle, et dans la mesure où le mari avait noué l'aiguillette du seigneur, il ne pouvait rien faire. Alors, c'est quoi nouer l'aiguillette? Alors, c'est une recette, je ne vais pas vous la donner en détail parce que non, ça consiste, c'est une recette qui consiste à rendre impuissant un homme. Voilà. Alors, vous avez les maîtresses larguées, vous avez les femmes jalouses, si le mari est voyageur de commerce, bon, pendant qu'il s'éloigne pour aller gagner la vie du ménage, pof, elle lui noue l'aiguillette. Ouais. Alors comme ça, il s'occupe de son commerce au lieu de regarder les hanches des serveuses d'auberge. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est très pratique, hein, tout ça. Et il y a eu, je ne sais plus, Colbert a reçu un courrier de Bordeaux disant que il y avait de moins en moins de mariages à Bordeaux pendant une certaine époque, parce que il y avait une telle pratique du nouage de l'aiguillette, je ne sais pas si le mot existe, le nouage de l'aiguillette, que c'était devenu dramatique. Et alors, on trouve cette recette, vous nous dites, dans ce livre qui s'appelle Le Grand Albert. Oui, moi je l'ai prise. Alors, c'est un livre de recettes, mais qui est fascinant, hein. Alors bon, je ne peux pas vous dire que c'est très pratique à faire, hein, parce que il faut avoir des yeux de belette, de la rate de crapaud. Oui. C'est très mystérieux, hein, tout ça. Mais à l'époque, ils jonglaient avec tout ça, vous savez, les gens, les chimistes ou les alchimistes jonglaient avec tout ça. Oui. Et ce grand Albert, donc, cet évêque a écrit, vous êtes en train de nous dire, ni plus ni moins qu'un livre de sorcellerie, finalement. Ah, complètement. Mais comme il était évêque, on l'a pas embêté. Oui, évidemment. Ceci explique cela. Mais enfin, c'est paradoxal, avouez. Ah ben, vous avez tout à fait raison, mais je crois que l'Église n'en est pas un paradoxe près. C'est ma foi vrai aussi. Ben oui. Juste avant de faire une pause et de passer à l'analyse des rêves, parce que vous êtes intéressé également aux rêves qui apportent des messages pour peu qu'on puisse les interpréter et les comprendre soi-même. Bien sûr. Alors, toujours dans le domaine de la chance quand même, avant de faire une pause, concernant le coude. Vous savez, quand on se cogne le coude. Le coude, oui, bien sûr. Alors, vous dites, c'est comme l'écharde. Je trouve, c'est peut-être efficace, mais faut serrer les dents. Ouais. Alors, se cogner le coude et ne pas le frotter, quelque douleur qu'on en éprouve, porte bonheur. Voilà. Eh ben, c'est toujours le moins par moins. Parce que le coude s'appelait le petit juif. Ah bon? Oui, ça s'appelait le petit juif dans le populaire. D'accord. Voilà. Et alors, si vous voulez, c'était le petit juif, le petit juif portait pas bonheur. Bon, vous savez, le pauvre, évidemment. Ils avaient le droit qu'à pratiquer l'usure. Ils avaient le dollar, oui. Donc, c'est comme ça que Michelet a inventé, sans le vouloir, l'antisémitisme populaire dans le peuple, hein, si vous voulez. C'est ça, parce qu'on assimilait, les usuriers aux juifs. Bon. Bien sûr. Et donc, faire mal, si vous voulez, à un homme qui vous porte pas bonheur, bon, ben, ça porte bonheur. Voilà. Donc, quand vous cognerez le coude, surtout, ne vous frottez pas, serrez les dents, attendez que ça passe sans rien faire. Et alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de Pépin, hein, oui, de exact. Parapluie. Oui, exact. Ah bah attendez, on fait une pause et on y revient, parce que c'est vrai que j'ignorais que c'était en fait le nom de quelqu'un. Oui, c'est ça. Je l'ai découvert. Alors, on ne dit rien, on garde la surprise pour dans quelques instants, on fait une pause et vous allez nous expliquer du parapluie, pourquoi est-ce que ouvrir le parapluie à l'intérieur porte malheur. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, Pierre Canavaggio, qui est l'auteur du Guide des superstitions, sous-titré Manuel pratique, anecdotique et populaire, ces deux éditions Presse du Châtelet. Alors, chose promise, chose due, Pierre Canavaggio, le parapluie. Alors, d'abord, il y a la superstition la plus connue, qui est d'ouvrir un parapluie dans une maison. Voilà. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance
à la personne qui vous reçoit. Pourquoi? Ben, si vous ouvrez vos parapluies sous son toit, c'est que vous n'avez aucune confiance dans son toit, donc dans sa maison, donc le fait qu'il vous accueille. Oui. C'est une explication peut-être simple, mais c'est toujours les plus simples qui sont les Oui, meilleures. tout à fait, c'est logique. Voilà. Et alors, il y a un mot, on désigne dans l'argot populaire, dans le langage populaire, un parapluie très souvent par pépin. Oui, un pépin. Ouais, Voilà. ouais. Alors, ça revient, ça date d'un attentat monté par un Carbonaro qui s'appelait Fieschi contre Louis-Philippe. Oui. Et ce Fieschi avait été d'une grande imprudence. Il avait engagé comme dans son complot Comme homme de main. un mec ouais. qui s'appelait Pépin et qui vraiment accumulait toutes les malchances sur sa tête. Et si bien que le complot a raté, ça a été, on a dit que c'était la faute de Pépin. Donc, d'où, après, c'est passé dans le langage C'est populaire. passé, voilà, un pépin. Voilà. Avoir un pépin, c'est Ben avoir un voilà, c'est la problème, pire quoi. chose qui peut vous arriver. Voilà. Ce pauvre homme est passé dans l'histoire sans même... Non, mais bien sûr. Et alors, si vous voulez, il y a une manière d'utiliser les superstitions d'une manière positive. C'est un Auvergnat qui m'a donné cette superstition. Bon, si l'on souhaite qu'il ne pleuve pas, on ne le dit pas à haute voix et on prend son parapluie et on sort. C'est-à-dire que si vous prenez un pépin, vous êtes sûr qu'il ne pleuvra pas. D'accord. Si vous l'oubliez, si vous ne le prenez pas, il va pleuvoir. Vous y avez droit. De toute façon. Alors, il y a de ces automatismes, si vous voulez. oui. C'est comme la loi de l'emmerdement maximum, si vous voulez. Et on peut, si vous, par exemple, ma grand-mère qui était une vieille Corse plus finaude qu'elle en avait l'air, s'est brouillée avec une de ses cousines germaines. Elles avaient 80 ans l'une et l'autre. Oui. Bon, parce qu'elle a dit, cette cousine a dit en voyant mon dernier frère, qui était tout jeune, un très beau bébé, mon Dieu qu'il est beau, et elle n'a pas dit Dieu le bénisse. Elle n'a pas ajouté Dieu le bénisse. Oui. Mon jeune frère a eu une péritonite, il a failli mourir. Ma grand-mère s'est brouillée avec sa cousine. À cause de ça. Mais oui, parce que si vous dites à quelqu'un, vous le félicitez sur sa bonne mine, et que vous ne dites pas Dieu le bénisse, c'est la pire des malédictions. En Corse, mais en Italie aussi. Dit aux Alpes, c'est bien sûr. Hein, Et je suis sûr que dans votre pays, ça doit être pareil. Et alors, Pierre Canavaggio, il y a deux SMS qui viennent d'arriver. Une dame, Mireille en l'occurrence, nous dit « Dans mes poches de vêtements et dans mes sacs à main, j'ai toujours du gros sel. » Ah ben voilà. Quand vous entrez dans une maison, oui. vous mettez du sel aux quatre coins de la pièce de la pièce à vivre, si vous voulez quoi. Pour une première fois, c'est-à-dire la maison neuve, quand on... Ou la maison neuve, bien sûr. Oui, quand on rentre dans une nouvelle maison. Voilà, quoi. Oui. Voilà. Quand vous pendez la crémaillère, vous jetez une poignée de sel dans le feu. Oui. Parce que si vous voulez, le sel fait partie de la vie, c'est tout. On est né, on sort de la mer et la vie est liée au sel. Et Freud a écrit un des biographes de Freud, et qui était psychanalyste aussi, parle du mythe du sel, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'il y a les salières, dont on parlait tout à l'heure, renverser du sel par inadvertance, etc. etc. Oui. Un autre SMS vient d'arriver. Là, c'est pour conjurer le mauvais sort. Oui. C'est une dame qui s'appelle Pachita, donc oui. Qui dit « Ma tante me disait toujours que lorsqu'on entend une chouette la nuit, il faut retourner sa pantoufle à l'envers pour conjurer le mauvais sort. » Écoutez, je la connaissais pas, mais si... C'est étonnant, ça. Hein. Mais oui. Mais ce qui est formidable, si vous voulez, dans les superstitions, c'est qu'à tout sort existe une conjuration. Toutes les superstitions supposent une conjuration, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le domaine où toute chose suppose son contraire. Et c'est pour ça c'est pour ça que Balzac a dit un homme superstitieux n'est pas tout à fait malheureux. Une superstition vaut une espérance. C'est très joli, ça. Mais oui, c'est Balzac, hein, c'est pas de moi, je vous le dis tout de suite. oui, mais ça n'empêche que c'est joli. Oui, non, mais c'est très beau, bien sûr. Oui, il n'a pas dit que ça. Hein. Non, ça, je sais. Il a écrit d'autres choses aussi tout aussi intéressantes. Bien sûr. Alors, j'aimerais que, avant qu'on consacre
dernier quart d'heure au rêve, Oui. que vous nous parliez d'une pierre qui s'appelle le grenat. Ah, Parce que là, vous oui, dites une chose oui, intéressante oui. dans votre bouquin à propos du grenat. Oui, alors attendez. Alors le grenat est une pierre, c'est comme on dit, le rubis du pauvre. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est une pierre rouge foncée qui est très, très, très jolie. Hein. Bon. Et voilà le grenat. Alors je vais vous lire le truc parce que ça rappellera peut-être des choses à vos auditeurs. C'est page C'est 160. totalement. Cette description a été écrite avant qu'on connaisse la psychologie du personnage. Alors, grenat, considéré comme le rubis du pauvre, le grenat de couleur rouge sombre ne fait pas grandir celui qui en porte un, mais lui permet de paraître plus grand qu'il n'est. Une femme attentive, de haute élévation, offre un grenat sans explication à celui qu'elle aime s'il se ressent court de taille. Oui. Oui. Vous voulez pas parler de quelqu'un qui brigue le poste de président de la République par hasard? Eh ben, je me demande. Non, je sais pas, je pose la question. Non, mais écoutez, voilà, parce que moi je me pose la question et je me demande si on n'a pas choisi comme ça, sans le vouloir, cette superstition concernant le grenat. Mais peut-être que Louis XIV, dont on dit qu'il n'était pas très grand, peut-être que c'était ça aussi, non? Et justement, une chose, moi j'imaginais que Napoléon était grand, et vous m'avez dit que, était petit plutôt, et pas du tout. Enfin, Non. il avait une taille relativement. Alors, je vais vous dire pourquoi je peux vous le dire. D'abord parce que il y a sa taille en pied, en pouce, en ligne, etc. Oui. On l'a remesuré quand on a ouvert le cercueil. Vous savez qu'il a bougé, le cadavre a bougé quand on a ouvert le cercueil à Sainte-Hélène. C'est simplement la pression atmosphérique. Et on l'a remesuré. Et il mesurait 1m68 et demi. Oui, vous voyez, le personnage dont on parle ne mesure pas 1m68 et demi, paraît-il qu'il mesure 1m65. Et à l'époque, 1m68 et demi, Bonaparte, Napoléon s'entourait de types assez gigantesques. Augereau, Murat faisait 2 mètres. Et tous les grognards étaient des balèzes. Mais si vous voulez, 1m68 et demi, quand mon père s'est engagé en 1914, 1916, il mesurait 1m65 et il avait une taille moyenne. En 14, donc vous voyez, c'était 100 ans après. Donc 1m68, c'était pas petit. Non, effectivement, oui. Et en revanche, Alexandre le Grand était petit. Ah lui. oui, celui-là, il était petit. Mais oui, il y avait quand même un certain nombre de siècles qui avaient passé, hein, quand même. Oui. Et les hommes ont commencé à grandir. Je crois Lucie est toute petite, hein. Oui, c'est vrai. Le squelette de Lucie est tout petit. Je crois que les premiers hommes devaient mesurer 1 mètre ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, avant de passer au rêve et l'analyse des rêves, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur les rêves alors que a priori ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre des superstitions? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a plusieurs lectures possibles des rêves, mais la lecture superstitieuse m'a intéressé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les rêves, c'est de la réalité rêvée. Les superstitions, c'est fondé sur la réalité, contrairement à ce qu'on croit. Oui. Et il y a une lecture factuelle des rêves qui est tout à fait intéressante. Et quand Jung dit à la vérité, les rêveurs sont les seuls capables de lire, de décrypter leurs rêves, je crois que c'est ça. Et un mode de lecture comme un autre. De voir une lecture de superstition. Et c'est Artémidor qui m'a donné cette idée-là quand je me suis aperçu que Freud et Jung avaient puisé beaucoup de leur explication des rêves dans Artémidor. Qui est Artémidor? Artémidor est un marchand de tapis grec. Je vous jure que c'est pas un jeu de mots. Hein. Oui. Marchand de tapis, redoutable dialecticien comme les marchands de tapis. Oui. Et d'une intelligence phénoménale et qui s'est penché sur. Il y avait déjà pas mal d'explications des rêves. Et il a fait un livre critique de toutes les significations des rêves dans tout le bassin méditerranéen. Il a beaucoup voyagé, il est allé en Espagne, il est allé dans ce qu'on appelle le Maghreb maintenant, en Italie, en Grèce bien sûr, et lui était un grec d'Éphèse, c'est-à-dire de Turquie. Oui. Et son livre, le Néiro critique, qui est la clé traduit en français par la clé des songes, est encore en vente.
Et vous en trouvez sur les quais encore, et de temps en temps c'est réédité. Oui. C'est un livre qui date de quand? Du 2e siècle après Jésus-Christ. Ah oui, quand même. Oui, oui. Ah oui. Et vous trouvez, enfin, si vous voulez, pour vous dire, le dialecticien qui était Artémidore, il dit le propre de la foudre, c'est de dépouiller, de détruire. Bon, alors on disait, mais ça veut dire quoi rêver de la foudre? Il disait, ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes riche, si vous rêvez de foudre, ça vous dépouille de votre fortune. Et si vous êtes pauvre, ça vous dépouille de votre pauvreté. Ah oui, ce qui est pas... Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Voilà. Quoi. Non mais c'est quand même drôlement astucieux. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là, si vous voulez, que Jung a été amené à dire tout dépend de la personne qui rêve ça. Évidemment. Une parenthèse, là, nous avons un auditeur qui nous appelle, François, que nous allons accueillir. François, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes en compagnie de Pierre Canavaggio, qui connaît bien à fond le dossier des superstitions. Nous avons parlé des parapluies tout à l'heure. Et vous, François, vous nous appelez d'où d'abord? J'appelle, je suis dans le Lauragais, là. Dans le Lauragais. Alors, François, vous avez une explication supplémentaire, complémentaire à nous apporter Très bien. Concernant la superstition du parapluie, c'est ça? Ben oui, moi, tout ce que j'ai toujours entendu, j'ai 63 ans, hein. Oui. Et l'interprétation qui m'en a toujours été faite était la suivante. Le parapluie, à l'époque, les marchands de parapluies avaient mis justement au point cette cabale, si je peux m'exprimer ainsi, qui disait que parapluie, il ne fallait jamais l'ouvrir dans une maison. Et l'explication était simple, c'est qu'un parapluie, quand on le rentrait mouillé, on l'ouvrait pour le faire sécher, mais en le laissant fermer, naturellement, les toiles se décomposaient et pourrissaient, et naturellement, ils vendaient davantage de parapluies. Voilà l'explication que j'ai toujours entendue. Oui, pas mal. En fait, oui. Ce qui est très logique, Pierre Canavaggio, qu'en pensez-vous? Non, mais ça ne contredit pas l'autre. Hein. Ah oui, non, tout à fait. Et pourquoi il y a sans doute plusieurs explications. Oui. Et celle-ci est tout à fait plausible. Tout à fait plausible. Vous savez, c'est exactement ça me fait penser à la superstition qui concerne le vert, la couleur vert. Ah oui. Bon, Oui. Mais les hommes de théâtre détestent. Hein. Oui, mais je vais vous dire alors maintenant, l'explication qui prévaut pour le vert, c'est que c'est la couleur que redoutaient les teinturiers. C'est la couleur la moins stable qui existe. Oui. Et donc, pour eux, c'était un malheur de teindre quelque chose en vert. D'accord. Bon, l'explication la plus connue et la plus plausible aussi, c'est que le vert de gris est un poison et qu'on tirait la couleur verte du vert de gris. Oui, donc ça paraît logique également. C'est voilà, vrai. si vous voulez. Mais le vert instable, pourquoi pas? C'est vrai. Donc ça rejoint l'explication de votre auditeur sur le parapluie. Oui. Merci François en tout cas de nous avoir amené ce complément d'information concernant les parapluies. Est-ce qu'il y a, Pierre Canavaggio, des corps de métier, alors soit les marins, les hommes de théâtre, la police, les cordonniers, que sais-je, qui ont plus de superstitions que d'autres à votre avis? Alors chaque métier a ses superstitions. Alors ça, faudrait demander ça au maître. Oui. Ça, vraiment, chaque superstition, chaque métier a ses superstitions. Ouais. Vraiment. Alors, regardez, par exemple, les gens de théâtre ont hérité, parce que la marine à vapeur est née au 19e siècle, ont hérité de beaucoup de marins et de cordiers, et de cordiers. Pour aller dans les cintres, en haut, etc., et manipuler tous les cordages. Et pour monter les décors, et puis appuyer les rideaux, etc. etc. Bon, le mot corde porte malheur sur un théâtre, sur un plateau de cinéma. Ah, il faut jamais prononcer le mot corde, c'est vrai. Mais oui. Alors, vous savez, vous êtes à la télévision, alors il faut dire fil à la place, ou alors préciser ce qu'est la corde, une corde à piano. Oui. Alors c'est pas ce qu'on appelle un fatal. Un fatal, ça porte malheur de dire le mot corde. Voilà. Oui. Comme je crois que les marins refusent de prononcer le mot lapin, c'est ça, sur un bateau. Ça vous fait les cordages. Ah oui, exact. C'est tout. Et oui, tout bêtement. Non, mais vous savez, c'est encore une fois, quand je dis que les superstitions sont pratiques, c'est pour ça. Hein. Oui. Pierre Canavaggio, une pause et on parle des rêves. D'accord. Vous nous donnerez quelques exemples de significations, de rêves que vous avez, de symboles que l'on retrouve dans les rêves que vous avez voulu analyser et que vous avez retranscrits dans ce guide des superstitions paru aux presses du Châtelet.
Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité pour parler des superstitions, Pierre Canavaggio, et son livre Le Guide des superstitions, manuel pratique, anecdotique et populaire, c'est aux presses du Châtelet. Pierre Canavaggio, citez-nous quelques exemples de symboles que l'on retrouve dans les rêves que vous trouvez intéressants. Alors écoutez, les rêves sont intéressants pour le rêveur. Mais il y a dans les symboles qui entrent dans les rêves des choses qui sont communes à tout le monde. Alors c'est celle-là que j'ai retenue. Oui. Et j'ai retenu la lecture qu'on pouvait en faire comme d'une superstition, c'est-à-dire en l'analysant. Oui. Et les rêves érotiques sont à ce point de vue-là tout à fait intéressants, quoi, et amusants. Oui, oui, oui. Alors bon, bien sûr, mais regardez, il y a un jugement qui est porté sur les rêves que je trouve très intéressant. C'est j'ai un de mes amis qui expliquait les rêves dans Marie-Claire. Et un jour, il a écrit, et je lui ai téléphoné pour le féliciter parce que c'était formidable. Il a dit rêver d'épée. Bon, si on est mousquetaire, on rêve qu'on fait un duel. Bon, mais si on est écrivain, ça peut aussi bien signifier qu'on rêve d'être académicien. Et surtout, évidemment. Oui. Vous voyez. Et alors, si vous prenez cet angle-là, vous arrivez à des explications tout à fait amusantes. Comme par exemple? Oh, écoutez, je sais pas. Le symbole de la forêt. Alors, c'est peut-être pas amusant, mais c'est difficile de le contester. On rêve d'une arme. Ouais. Alors, qu'il s'agisse d'une arme blanche, couteau, épée, gourdin phallique, etc., ou d'une arme à feu, sa signification reste la même, tout uniment sexuel. Un des cauchemars les plus fréquents consiste à se voir violé par une arme à feu, pénétration du vagin ou sodomie, voire un couteau sans lame auquel ne manque que le manche, comme l'imaginait à peu près l'humoriste Christophe Lichtenberg. Si vous voulez. Et vous trouvez à chaque fois, comme ça, dans les rêves, la maison, par exemple, est une mine d'or pour un psychologue. Bon. La bague, babouche, chaussures, mule. On y met le pied, acception populaire et pornographique de pied comprise, pour le plaisir, pour le protéger, bien au chaud, au creux de cette chaussure à son pied qu'on a trouvé, en fait, la personne aimée. Oui. Et si vous dites à quelqu'un, vous dites, j'ai rêvé que tu m'offrais des chaussons, bon, ben voilà. Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est comme ça, c'est presque d'une grande banalité. Bon, rêver de chat. Bon, alors qui rêve de chat ou de chatte n'a pas besoin de se poser trop de questions. S'il dort à deux dans un lit ou seul, elle, n'a qu'à tendre la main pour goûter le plaisir de se donner ou du bonheur. Voilà. Oui, mais il faut pas oublier, ça vous l'avez bien précisé, que chaque rêveur a son propre langage et c'est à lui vraiment d'affiner son interprétation. Bien sûr, et si vous voulez, lié à l'acception populaire. Oui. Et du comment, par exemple, vous savez que la fausse sagesse populaire qui dit que les chauves sont des hommes plus puissants que les gens qui ont des cheveux. C'est une manière de se consoler comme on peut. Oui. Bon, alors, chauve. Rêver qu'on est chauve, qu'on le devient, c'est devoir céder pour un homme à une excitation inattendue et peut-être bienvenue. Bon, c'est la bande-à-son du matin. Bon. Oui. Pour une femme, écoutez bien, pour une femme, rêver que l'homme qu'elle aime devient chauve ou est chauve revient à se dire qu'elle apprécierait qu'il se montre entreprenant plus souvent. Ouais. Et plus longtemps, sans doute. Ouais. Bon, colline. Une femme qui croise un promeneur, voire un chasseur de papillons au sommet d'une colline, se signifie à elle-même qu'elle ne serait pas autrement mécontente si son voisin ou sa voisine de lit s'intéressait à sa poitrine et autres rotondités de son corps. Ouais. Clé. Chez une femme, rêver de clé montre qu'elle est prête à s'ouvrir. À elle de faire ce qu'il faut pour que la clé que possède son mari ou son amant joue dans sa serrure. Du temps des croisades, quand les femmes portaient des ceintures de chasteté, fermées à double tour, par leur mari avant de partir libérer le tombeau du Christ, rêver de clé n'avait déjà pas d'autre signification. Ouais. Pierre Canavaggio, il nous reste plus que 7 minutes, et encore un petit peu moins pour conclure. J'aimerais vous poser 2 questions qui viennent de nous arriver par SMS. Une de Daniel, au féminin, Daniel de l'Aude, qui vous demande l'origine du miroir, parce que là, pour le coup, on a failli l'oublier, c'est une superstition
énorme et très populaire. Bien sûr. Casser un miroir ou le miroir? Alors, écoutez, c'est tout simple. Alors, casser un miroir, c'est casser son image. Oui. Votre image est en miettes. Mhm. Et, bon, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous allez dans des pays, disons, un peu arriérés, quand vous photographiez quelqu'un sans lui demander sa permission, vous lui volez son image. Mhm. Bon, alors, on dit qu'il y a 7 ans de malheur quand on casse un miroir. Oui. Mais il y a une manière, si vous voulez, de conjurer ce coup du sort. Ah, c'est quoi? Oui. C'est d'aller jeter les morceaux de miroir dans un lac. Dans un autre miroir? Oui, ben voilà, bien sûr. Dans une mare, dans un lac, dans un puits, tout ce qui peut refléter votre image, vous rendre votre image. La vous jetez les morceaux, reconstituer. voilà. C'est très joli, ça. Mais oui. Et c'est très poétique, en plus, En plus, vraiment. Et ça débarrasse des morceaux de miroir dont on ne sait que faire. Non, mais bien sûr. Les 3/4 du temps, Bien en plus. sûr. Et alors? Attendez, il y a une superstition sublime. Oui. C'est au Proche-Orient, je ne sais pas dans quel pays. Quand on présente des fiancés l'un à l'autre, Oui. on les fait rentrer dans une pièce du même côté et ils se regardent dans un miroir qui est placé en face d'eux. Oui. C'est-à-dire qu'en procédant ainsi, le fiancé et la fiancée voient l'œil de sa fiancée ou du fiancé, l'œil droit qui est son œil droit et l'œil gauche qui est son œil gauche. C'est-à-dire qu'il le voit dans toute sa vérité. C'est très poétique. Ouais, et c'est Louis Massignon qui a été un grand orientaliste, Oui. qui raconte ce rituel du mariage, et c'est se marier dans la vérité de l'autre. C'est très beau. Oui. C'est beau, hein? Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça très joli. Oui, oui. Et alors, Mathieu, le réalisateur, Oui. vous pose une question également concernant la superstition autour du fait de trinquer. Vous savez, entre amis, quand on boit ensemble un apéritif, etc., trinquer. Celui qui ne trinque pas, est mal vu par les autres. Mais je sais, non, mais ça, c'est plus une question de vie en société qu'autre chose. Si vous voulez, la tradition voulait qu'on lève son verre. Oui. Voilà. À la santé d'eux. Voilà, ça c'est... Bon. Oui. Et trinquer, ça n'a rien à voir. D'autant qu'on risque de briser tout en cassant les verres si on trinque pas. Alors, quand c'était des gobelets d'étain, c'était pas grave. Oui. On choquait comme ça. Mais avec du cristal ou donc du verre blanc, tout à ça fait. porte pas bonheur. Donc, si vous voulez, il vaut mieux ne pas trinquer, c'est lever son verre et dire un mot de bienvenue à votre santé. Vous connaissez la phrase célèbre, Oui. Hein, à nos femmes et à nos chevaux. Oui, je sais. Oui. Et la fin de la phrase, parce que mon collaborateur demande, et à ceux qui les montent. Voilà, exactement. Ça, il a raison, il a une bonne culture. C'était la fin Très de la bonne culture. Gardez-le. Oui, voilà, on va faire ça. Ouais. Et alors, Pierre Canavaggio, pour terminer, Oui. casser du verre blanc, briser du verre blanc, ça porte bonheur. Pourquoi? Pardon? Briser du verre blanc, vous savez, quand on casse un verre, dire, si c'est du verre blanc, ça porte bonheur. Franchement, je ne le sais pas. Bon? Je ne le sais pas. Je sais que ça porte malheur, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'explication. Ah, tiens. Mais vous savez, il y a des superstitions qui sont inexplicables. Alors ça correspond, je vous dis, ça a dû correspondre à un petit événement comme ça, et puis qui s'est reproduit, et puis voilà. Oui. Et c'est resté dans l'histoire sans qu'on sache vraiment son origine. C'est une des causes des naissances, ou une des raisons de naissance des superstitions. Hein. Oui. Moi j'en parle dans le début de mon bouquin, des naissances de superstitions. C'est l'événement fortuit qui se reproduit et à même cause, même effet. Complètement. En tout cas, Pierre Canavaggio, j'ai vraiment été ravi de passer ces 2 heures en votre compagnie. 2 heures déjà. Oui, vous voyez comme le temps passe vite. Ouais. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé un morceau de votre soirée et à très bientôt, j'espère, dans les Aventuriers de l'étrange. Remercier vos auditeurs d'avoir été patients et d'avoir écouté. Ah écoutez, je crois qu'ils ont été ravis comme moi de vous entendre. Et si vous me permettez une dernière fois, je vous en prie, allez-y. Oui. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci. Merci Pierre Canavaggio, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée, début de nuit, comme vous préférez. Avant de se quitter, plein de choses à vous dire. D'abord, puisque nous avons reçu pas mal de SMS dans ce sens, des coups de fil et même des mails, vous rappelez les signatures de Jean Morzel, mon invité d'hier soir, qui a publié donc ce livre qui s'intitule, je vous redonne les coordonnées de ce livre, Tout commence après. Le livre s'intitule Tout commence après, aux éditions CLC. Tout commence après aux éditions CLC. Ensuite, je vous donne les conférences et les lieux et les dates de signature de Jean Morzel de ce livre. Donc, en ce qui concerne la signature la plus proche de nous, c'est le 10 février. Ce sera à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, donc, à la librairie Victor Hugo. Signature suivante, ce sera à la Maison de la Presse, City Press, à Pibrac, en Haute-Garonne, juste à côté de Toulouse. Donc, de 9h30 à 12h30, le 17 février. Et enfin, la prochaine conférence, ce sera en compagnie d'un autre auteur, Jean-Jacques Charbonnier, qui va parler également des expériences de mort imminente. Ce sera donc le 27 février, organisé par l'Association des femmes brisées. Ce sera au 7 rue Chabanon à 20h30 à Toulouse. Le numéro de téléphone, je vous le donne, ce sera le 05 61 73 38 64. Et enfin, pour avoir tous ces renseignements dans leur intégralité, reportez-vous au site psiland.org. Vous aurez toutes les informations, les dates, les lieux et les numéros de téléphone. Psiland.org, ça s'écrit psiland.org.org. Donc, et vous avez également sur ce site internet toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Vous pouvez soit les écouter en ligne, soit encore les télécharger. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Marcias qui m'aide à construire cette émission. Rendez-vous samedi et dimanche prochain. Samedi prochain, nous parlerons de phénomènes paranormaux en règle générale avec un parapsychologue suisse qui s'appelle Marcel Audier qui vient de publier un livre qui s'intitule Phénomènes insolites, et nous parlerons de la mort dans les différentes cultures avec la rédactrice en chef du Monde des religions. Ce sera dimanche soir, une émission passionnante, comment la mort est envisagée tout autour de la planète. Portez-vous bien d'ici là et à samedi prochain et dimanche prochain.